Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est vraiment très heureux avec toute l'équipe de vous retrouver sur le plateau de Inspire, numéro 2. Vous savez, Inspire, c'est le talk show constructif et joyeux proposé par la rédaction de Lyon Positif. Une émission de 90 minutes qui est connectée avec celles et ceux qui agissent, celles et ceux qui font et qui s'engagent localement autour de projets positifs et inspirants que nous mettons en lumière avec plaisir. Merci d'abord d'avoir été aussi nombreux à regarder le Inspire numéro 1 sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui auraient manqué le début, c'est évidemment en replay, en intégralité ou par séquence à regarder sur la chaîne YouTube Lyon Positif. Merci donc d'être présent pour ce deuxième numéro qui sortira le 6 mai. Et ce n'est pas un hasard, c'est en effet un jour particulier, cette journée de lancement et de sortie du 6 mai avec la nouvelle plateforme Lyon Positif que vous pourrez retrouver. Vous le savez, Lyon Positif, c'est un agrégateur de contenus, c'est-à-dire à la fois des contenus originaux, mais aussi des contenus divers et variés qu'on ira sourcer pour vous permettre de vivre ce qui se passe de positif et d'inspirant sur la région. Et je vous invite d'ailleurs, puisque c'est avec vous que ça se passe, cette chaîne elle est faite pour vous, à nous envoyer vos idées, vos remarques, vos commentaires, mais aussi vos sources d'inspiration, là où vous-même, vous allez regarder ce qui se passe d'intéressant sur Lyon et sur sa région. Alors, aujourd'hui encore, pour ce numéro 2, on a choisi écoutez, des invités particuliers, des chroniqueurs. On va alterner, comme d'habitude, entretien, reportage, chronique autour de nos 5 rubriques. Vous les connaissez désormais, celles qui racontent notre désir d'agir ensemble. Et ce sera donc des rubriques qui vont être durables, essentielles, solidaires, inspirants et responsables. Pour partager ces moments, vous le savez aussi, on a des invités permanents que je salue et que je remercie d'être là pour interagir avec nos invités, poser des questions, faire des remarques. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aude Lalo. Bonjour. Bonjour Aude, alors vous êtes une femme de culture et de médias, vous êtes la rédactrice en chef de Flush, l'information et l'actualité déculottée. Vous nous présenterez votre dernier numéro, ça c'est celui d'avant, on le verra tout à l'heure plus en détail. Et puis vous avez une actualité autour d'un magnifique ouvrage que vous avez sorti il y a peu de temps, une enquête sur l'endométriose, 3 ans de travail, une magnifique bande dessinée. C'est votre actu, mais on parlera de plein d'autres choses. Est-ce que c'est que d'être une femme dans les médias? Et à vos côtés, alors Jean Maty, que je présente souvent comme ça, mais parce qu'on se connaît un peu, Jean, vous êtes ce que j'appelle la reine des abeilles, souvent, tout simplement parce que vous dirigez un cabinet qui s'appelle Noetic Biz, et votre travail, votre activité depuis plus de 10 ans maintenant, c'est d'accompagner dans ce qu'on appelle la conduite du changement des entreprises grâce à l'art, j'allais dire, du questionnement et de la philosophie pratique. Merci à tous les deux d'être avec nous. Pour commencer, on est ici à la commune, on est en partenariat avec la commune dans le 7e arrondissement, dans cette salle si particulière qui s'appelle le Lieu-dit. La commune, c'est le Food Hall Créatif de Lyon. C'est à la fois un espace pour découvrir évidemment des lieux de restauration, mais aussi un lieu d'animation, d'effervescence, une plateforme culturelle avec 3 bars très conviviaux. Et on va, comme à chaque numéro, vous permettre de découvrir une des échoppes, une des 6 échoppes, un des restaurants qui se trouve ici. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un des associés de La Maman qui va nous rejoindre, Christophe Giraud. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Alors c'est facile, c'est marqué. Vous êtes un des associés de La Maman. Peut-être nous dire pourquoi ce nom de La Maman? Alors ce nom, il a été choisi assez facilement puisqu'il est un hommage à Madame Lé qui avait créé l'Indo-Café en 2003, qu'il a géré avec ses enfants jusqu'en 2020 et qui travaille encore aujourd'hui avec nous au lancement de cette marque de street food qui est La Maman. Alors, je le disais rapidement, mais vous êtes connu, c'est un bar à Beaubourn, préparé par l'ancienne équipe de Indo-Café. D'où vient cette inspiration et pourquoi cette inspiration? Alors, la famille Lé a été maître dans l'art du Beaubourn pendant 17 ans et donc on a souhaité faire perdurer cette tradition-là. Il y avait une attente des clients aussi de retrouver les fameux Beaubourn de Madame Lé, donc les Beaubourn de La Maman. Et c'est pour ça qu'on est sur cette cuisine asiatique. Et je suppose que c'est aussi ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Exactement, on goûtera aujourd'hui un Beaubourn éphémère puisqu'on a des Beaubourn permanents et des Beaubourn éphémères. Donc on goûtera un New Delhi tout à l'heure ainsi qu'une planche de tapas à partager. Eh bien, on est impatient de déguster ça. On vous laisse repartir cuisiner. Merci, et à plus tard. Tout à l'heure. Merci beaucoup. On est aussi là pour parler un peu de l'actualité positive. Et je suis très heureux d'avoir pour cette première fois Mathieu Ozanam. Vous êtes le rédacteur en chef de Ours, le média de la communication, du marketing et des médias en Auvergne-Rhône-Alpes, ancien par ailleurs président du Club de la Presse, donc vous connaissez bien cet univers et cet écosystème. Alors, on est là dans des moments pas forcément évidents, mais vous avez réussi à trouver dans le mois et chez vos collègues un certain nombre d'informations positives. Je vous laisse la parole, Mathieu, avec grand plaisir. Merci Frédéric.
Et oui, des rodéos urbains, des accidents de voitures dramatiques, des meurtres, des coups de poing échangés nus dans la rue avant d'être séparés par une femme brandissant un sabre. Non, aujourd'hui, vous n'entendrez pas parler de tout cela dans cette revue de presse, car il vous suffit d'ouvrir votre journal ou de parcourir les sites d'actualité pour trouver chaque jour ces informations. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler de ces initiatives qui ne font pas beaucoup de bruit. Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit, disait en effet saint François de Sales. Frédéric, vous le savez, saint François de Sales, c'est le saint patron depuis 1923 des journalistes, donc il devait savoir de quoi il parlait. Mais revenons à l'actualité positive. C'est sur le site du Petit Bulletin de Lyon que j'ai lu un article sur ADO, ADOS, c'est l'association qui croit en la jeunesse. Dans cet article, Camille Breno nous présente cette association qui prône des valeurs d'inclusion et d'égalité des chances. Un lieu ressource à destination des jeunes collégiens, lycéens et de leurs familles. Objectif, les accompagner au mieux de leur scolarité. L'association a été créée en 1985 et grâce à ses 4 salariés et plus de 70 bénévoles, des retraités, des étudiants, même des personnes en activité, elle accompagne plus de 200 collégiens et lycéens scolarisés ou qui habitent dans le 3e arrondissement de Lyon. Mais l'association ne s'arrête pas à l'accompagnement scolaire. L'apprentissage étant intimement lié à l'environnement personnel, écrit Camille, s'atteler à un seul aspect n'était pas la clé selon ses dirigeants. Le pôle famille est donc là pour instaurer un lien et une aide pour les parents. La référente les accompagne pour solutionner des problèmes tels que le logement ou l'administratif. Anouar Maouchi, un ancien élève d'ADO et aujourd'hui parrain de l'association, qui est devenu gérant d'une entreprise lui-même, témoigne. Plus qu'une aide scolaire ou un soutien éducatif, ADO était pour moi avant tout un lieu d'échange. ADO m'a donné certaines valeurs et clés de réussite que je transmets à mon tour. Alors on le sait, la transmission des valeurs, elle passe aussi par d'autres moyens, d'autres leviers, et notamment le sport. On est ici à Lyon, on sait qu'à Lyon, le sport, c'est quelque chose d'important, mais il n'y a pas que l'OL. Ce n'est pas le seul club important de la métropole. Oui, absolument, Frédéric. Lyon-la-Duchère, bien plus qu'un simple club de football. C'est le titre de l'article de Lyon Capitale. Razik Brick a choisi d'évoquer non pas le parcours sportif du club du 9e arrondissement de Lyon, mais plutôt son rôle d'action sociale. Jean-Christophe Vincent, qui est dans la vie professionnelle directeur général du groupe immobilier 6e Sens, a pris la présidence du club en mai 2021. Il a succédé à Mohamed Tria, qui était président depuis 2008. Dans différents domaines, le club du 9e arrondissement de Lyon se veut exemplaire, à commencer par la féminisation de ses instances. Le club compte 107 licenciés, dont une majorité habite à la Duchère. Inès Damani, la fondatrice de la section féminine et actuelle vice-présidente, explique « L'idée, c'est de se rapprocher des garçons au niveau de l'excellence, tant pour le football que la scolarité. » Les Duchesses, c'est le surnom de la section féminine du club, ont par exemple organisé un tournoi de futsal dans le but d'alerter l'ensemble du club sur la précarité menstruelle. C'est un sujet tabou au niveau de la pratique sportive, rappelle Inès. Les éducateurs ont été sensibilisés et un distributeur de serviettes hygiéniques a été installé dans un vestiaire. Toujours dans ce souci de parité, les mamans des joueurs et des joueuses, plutôt laissées de côté jusqu'à présent, font désormais partie d'un groupe de parole. Jonathan Lessig, le directeur, explique « Elles échangent entre elles autour d'un café ou d'un thé, n'hésitent plus à nous faire des propositions. » Le club a mis en place un conseil des enfants, âgés de 8 à 14 ans. Il favorise le dialogue. Jean-Christophe Vincent dit qu'il les écoute vraiment, ça permet de mettre en place des choses utiles suite à leurs propositions. On souhaite également qu'ils puissent découvrir le fonctionnement des institutions. À ce titre, des sorties ont été organisées à la ville de Lyon, au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Des ateliers pour aider les collégiens à trouver des stages sont aussi aménagés avec l'idée de les responsabiliser. Il ne s'agit pas juste de leur trouver une entreprise, mais qu'ils soient acteurs de cette démarche, explique Marion Ognier. On a organisé un jeu de rôle avec une quarantaine d'entreprises et ils ont pu mener leurs projets eux-mêmes. Ce fut une belle expérience car on a vu des gamins que certains qualifieraient de cas sociaux se transformer, cela donne du sens. Près de Lyon, un centre d'accueil unique pour les Ukrainiens, c'est mieux pour les réfugiés et pour les services. Sur le site de rue 89 Lyon, j'ai lu un article sur le centre d'accueil unique pour les Ukrainiens installé à Villeurbanne, dans une ancienne usine propriété de la métropole de Lyon, qui a été mise à disposition de la préfecture de la région. C'est la Croix-Rouge qui oriente ces personnes, à 80% des femmes et des enfants, selon la préfecture. Ils sont orientés vers les différents services de l'État, réunis depuis le 28 mars, à destination unique des Ukrainiens. En 2h30, la famille ressort avec son autorisation de séjour, une carte bancaire, un hébergement, assure la préfecture du Rhône. Ce guichet unique est une première en matière d'accueil de migrants.
Pour le directeur de l'association Forum Réfugiés, Jean-François Ploquin, il s'agit d'un accueil optimal. C'est l'articulation dans un même lieu des principaux interlocuteurs qui permet la fluidité du parcours. Tous les réfugiés ukrainiens qui arrivent à Lyon ne souhaitent pas y rester. Certains vont poursuivre leur route vers d'autres pays européens, comme l'Espagne ou le Portugal. Mais la préfecture de région estime qu'environ 10 000 Ukrainiennes et Ukrainiens s'installeront à Lyon et ses communes environnantes. Rue 89 pose une question, est-ce que ce dispositif pourrait inspirer la préfecture dans l'accueil des étrangers? Alors le préfet ferme la porte. Que ça puisse nous inspirer, pourquoi pas, mais je mobilise ici 70 agents. L'idée n'est pas de pérenniser le dispositif. Le site d'investigation lyonnais fait un petit encadré pour parler de l'accueil en rupture avec les autres réfugiés. Effectivement, les demandeurs d'asile syriens, afghans ou congolais doivent passer par différentes étapes avec un temps d'attente beaucoup plus long, plusieurs mois, sans avoir la certitude d'obtenir le statut de réfugié. Alors peut-être pour terminer, vous avez aussi voulu nous parler de culture, hein, un petit coup de projecteur sur le festival entre Rhône et Saône. Oui, sur son site, la web radio Lyon Demain revient sur le festival entre Rhône et Saône, dont Yann Arthus Bertrand est le parrain. Le week-end du 1er au 3 juillet, les Lyonnais pourront se réapproprier les 2 cours d'eau de la ville et parler d'environnement. Le photographe Yann Arthus Bertrand est l'icône de la prise de conscience écologique grâce à ses films, ses photos, ses expos. Sa fondation expose Gérald Bouchon de Lyon Demain. Les Lyonnais pourront par exemple voir le spectacle Îlotopie, un spectacle sur l'eau, mais il y aura aussi des guinguettes et d'autres propositions qui seront révélées au cours du mois de juin. Yann Arthus Bertrand envisage enfin d'ouvrir une antenne de sa fondation Good Planet à Lyon. La municipalité l'aide à chercher un lieu. Affaire à suivre. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour ce beau panorama, cette belle revue de presse. On retrouvera évidemment tous les titres, toutes les informations sur le site internet de nos confrères. Et puis nous, on va continuer et poursuivre en allant de nouveau à l'essentiel. Alors essentiel, évidemment, c'est la rubrique de l'absolument nécessaire. Et pour ce premier sujet, on a choisi de partir d'un ouvrage d'un auteur lyonnais, Emmanuel Gourmet, qui est avec nous en plateau. Emmanuel, bonjour. Alors vous êtes l'auteur aux éditions Baudelaire de cet ouvrage, Et si seule la bienveillance pouvait changer l'humanité. Alors vous êtes médecin généraliste de formation, vous avez exercé très longtemps. Aujourd'hui, vous faites beaucoup d'autres choses, d'accompagnement, d'enseignement notamment, spécialisé dans la santé psychologique. Et c'est vrai qu'on se doute, et j'imagine que vous allez nous en parler un petit peu, de le confinement, les crises, la Covid, la guerre aujourd'hui, les sujets ne manquent pas. Dans quel état psychique et psychologique vous trouvez les patients qui viennent vous voir et les personnes que vous accompagnez aujourd'hui ? Alors curieusement, pendant la crise Covid et les confinements, c'est pas là où ça allait le plus mal, mais c'est après les confinements qu'on a vu des problèmes de santé psychologique, parce que finalement on a aujourd'hui l'impact sur la durée de manque qui a existé pendant toute cette période-là. Il y a un effet retard. C'est-à-dire qu'il y a aussi la crise mondiale, il y a la crise ukrainienne, il y a le virus qui est encore là, etc. Et donc ça favorise aussi des troubles anxieux. Un petit côté sans fin, et du coup on se dit qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Alors vous, votre proposition, c'est la bienveillance. Quelle est votre définition, vous, de la bienveillance ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors je ne sais pas si c'est ma définition ou ça serait la définition ou le grand principe. Moi j'en prends une qui a fait... Finalement, le squelette de l'ouvrage, c'est disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence. Envers autrui, c'est la définition de la bienveillance. Envers soi-même, c'est la définition de l'auto-bienveillance. Alors j'aime bien le préciser parce que moi qui fais des thérapies depuis 20 ans, j'ai beaucoup de patients qui manquent aussi de bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes. Voilà, il faut souvent commencer par soi. Avec quoi on confond souvent la bienveillance ? Parce que souvent on parle peut-être d'empathie, d'assertivité, de plein de mots qui ressemblent, mais ce n'est pas exactement ça, parfois même simplement de gentillesse vis-à-vis de l'autre. Avec quoi il ne faut pas confondre ce terme selon vous ? Avec la simplicité, c'est-à-dire qu'être bienveillant, si c'est juste dire bonjour, être poli, remercier, ça ne suffit pas. Vous voyez, la définition, c'est disposition d'esprit. Ça veut dire qu'il faut déjà que je sois disposé pour être bienveillant. Pour être disposé, il faut avoir un peu de temps, pas forcément beaucoup de temps, mais un tout petit peu de temps. Des fois un regard, des fois un moment où je peux dire à quelqu'un, j'ai 2 minutes à te consacrer. Pas forcément 10 minutes, une demi-heure, mais 2 minutes à consacrer, mais je suis vraiment avec toi. Disponibilité au niveau cognitif, c'est-à-dire que je suis vraiment là, je ne suis pas ailleurs. Et disponibilité émotionnelle, je suis moi-même pas dans l'émotion pour pouvoir être disponible. Et surtout, 4e disponibilité, avoir envie. Alors, avoir envie, je parle beaucoup de réciprocité en fait. C'est-à-dire que moi, je veux bien être bienveillant avec toi, je veux bien être gentil avec toi, mais est-ce que toi, tu vas me donner un petit peu aussi de ta gentillesse, de ta bienveillance ? En fait, il faut faire une démarche soit personnelle vers l'autre,
avec un peu de chance pour que ça fonctionne dans l'autre sens. Mais le fait de donner de la bienveillance permet d'en recevoir, a priori? Oui, a priori, parce que c'est ce que je dis dans le livre, les conséquences négatives de quelqu'un qui est bienveillant, je vois beaucoup de personnes qui peuvent être bienveillantes et gentilles, qui peuvent souffrir justement de déception, de frustration. C'est-à-dire que je pense que si je suis bienveillant avec quelqu'un, la personne va être aussi bienveillante avec moi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je pense qu'il faut ne pas forcément attendre de retour de cette bienveillance. Ce n'est pas parce que je t'en donne que tu vas m'en donner. Mais évidemment, dans l'espoir, c'est que plus on favorise la bienveillance, que ce soit dans une famille, dans un système, n'importe quel système, au niveau du travail, à l'hôpital, dans les soins, et plus on a des chances de favoriser des conditions de bienveillance. C'est-à-dire qu'il faut à la fois quelqu'un qui insuffle et puis il faut peut-être sans doute commencer tôt. Alors concrètement, quand vous êtes dans l'accompagnement des personnes que vous recevez, que ce soit des particuliers ou en entreprise, pour travailler sur cette santé psychologique, quels sont les grands leviers que vous utilisez pour mettre en place quelque chose qui va leur permettre d'accéder aux bénéfices, j'allais dire, aussi de la bienveillance? Parce que la bienveillance, ce n'est pas simplement juste pour se faire plaisir, ça fait du bien au corps et à l'esprit. Voilà, donc ce qu'on explique, c'est que la bienveillance a des bienfaits sur les 4 piliers de santé. Alors, quand on parle maintenant de santé globale et d'approche globale, les 4 piliers de santé, c'est santé physique. Donc la bienveillance, scientifiquement, démontre son efficacité sur la santé physique. La santé psychologique, c'est-à-dire que la bienveillance favorise des bons sentiments, et donc du coup favorise un psychisme meilleur. La bienveillance a un impact sur la santé sociale, c'est-à-dire que la santé sociale, c'est matériellement, j'ai ce qu'il faut, mais aussi surtout, et ça on l'oublie de temps en temps, c'est relationnellement. Je suis en relation avec quelqu'un, évidemment si j'ai de la bienveillance vis-à-vis de quelqu'un, la relation sera meilleure. Et puis, quatrième pilier, qui est quand même enfin un sujet émergent, qui est la santé sexuelle. Si je suis bienveillant, il y a plus de chances que j'ai une bonne santé sexuelle et puis que je favorise la santé sexuelle aussi chez l'autre. Donc, les leviers aussi, c'est d'avoir que... En fait, c'est favoriser une motivation intrinsèque. Ce n'est pas dire à quelqu'un « sois bienveillant ». C'est que lui ressente intrinsèquement que ça va lui faire du bien pour sa propre santé. Et ainsi, il aura une motivation intrinsèque à le devenir, non pas parce qu'on lui demande de l'être, c'est comme si vous disiez à votre enfant « sois gentil » ou « sois bienveillant ». Non, ça ne marche pas. Par contre, ce n'est pas une prescription comportementale, la bienveillance. C'est je ressens un effet positif sur moi, et puis, deuxième impact, et je ressens un effet évidemment positif sur l'autre, sur la société, et voire même sur les systèmes. Parce que ça, c'est aussi la dimension qui est importante avant que je me tourne vers nos invités. C'est-à-dire que c'est bon pour soi, mais au final, c'est quand même intéressant pour le collectif, le système et la planète. Et Dieu sait qu'on en manque peut-être, du coup, aujourd'hui. Exactement, parce que si on s'intéresse justement à la planète et à l'écologie, ce n'est pas un acte égoïste, ce n'est pas un acte égocentré, c'est un acte purement collectif. Donc ça veut dire que plus on favoriserait la bienveillance d'une manière collective, et plus on prendrait aussi des décisions politiques au sens noble de la politique, qui seraient centrées sur le bien-être, mais aussi le bien-être de la planète pour l'humanité. C'est pour ça que je parle de sauver l'humanité. Alors, sauver l'humanité, la bienveillance, Jean, je me tourne vers vous, je me tourne vers le philosophe aussi. Est-ce que c'est un concept que, évidemment, vous connaissiez? Comment vous en parlez vous-même? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes confronté à ça aussi dans le cadre de l'accompagnement que vous faites auprès d'entreprises dans la conduite du changement? Est-ce que c'est un levier, la bienveillance? Oui, parfois très clairement, en fait, dans les entreprises, les managers sont incités par leur direction, et donc je voulais avoir votre regard, docteur, sur ça, à être bienveillant. Et du coup, je me demandais en bon philosophe, avec l'esprit critique que ça comporte, c'est-à-dire c'est quoi les limites éventuelles de la bienveillance? Est-ce qu'il y en a? Et quel est le regard du médecin sur le fait que la bienveillance soit presque un prescrit, soit presque un prescrit par la direction auprès des managers? Dans la réalité managériale, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Est-ce que c'est donc être en empathie avec les autres et être indulgent avec les autres? Mais comment cela se fait-il que ça vienne de la direction? Voilà, je voulais avoir un peu à la fois quelles seraient les limites finalement de la bienveillance et qu'est-ce que le médecin apporte comme regard sur le fait que la bienveillance, en fait, elle est demandée hiérarchiquement, si je puis dire. Alors, je pense qu'elle est demandée hiérarchiquement parce que je pense qu'effectivement les dirigeants ont compris que c'est quand même, on parle de qualité de vie au travail, on parle d'ambiance positive au travail, et évidemment tout le monde a bien compris que si on était bienveillants les uns vis-à-vis des autres, on obtiendrait quand même des meilleurs résultats au niveau de l'ambiance, et donc du coup à attirer parce qu'on va rentrer dans une pénurie aussi de ressources, attirer des ressources et surtout les garder. Donc je pense qu'ils ont compris ça, et puis deuxièmement ils ont compris aussi que la bienveillance avait un impact sur la performance. Un management bienveillant va obtenir beaucoup plus de résultats positifs avec un management bienveillant qu'avec un management autoritaire. Par contre,
Je trouve que ce qui manque, c'est la prescription une fois de plus ne suffit pas parce que déjà, il faut avoir la compréhension d'eux. Vous avez rappelé évidemment empathie, c'est-à-dire compréhension, mais n'oublions pas le deuxième mot-clé qui est indulgence, capacité à excuser, à pardonner. Est-ce qu'un manager doit excuser ou pardonner? Oui, il doit le faire, mais ce n'est pas pour autant être d'accord avec une erreur ou une faute ou par le fait que les personnes n'aient pas fait un travail. Donc on peut aussi faire une critique avec bienveillance. C'est possible donc. Alors, Aude, est-ce que la bienveillance est un sujet que vous abordez ou que vous pourriez aborder dans votre magazine, avec d'ailleurs l'angle intéressant sur le corps, hein, parce qu'il y a forcément des conséquences. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette bienveillance, à vous? Alors nous, on pourrait tout à fait l'aborder. Effectivement, l'aspect sexuel, je trouvais très intéressant. On n'en parle pas beaucoup, de ce point de vue-là en tout cas. Moi, j'aurais deux questions, enfin deux pendants d'une même question. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert ou qui est inné? C'est-à-dire si on n'est pas tombé dedans quand on est petit, ben, on a bien une limite avec tous les efforts qu'on puisse faire. Et deuxièmement, ben, comment on est bienveillant avec Vladimir Poutine, quoi? Pour la première, elle est très importante puisqu'en fait, elle touche à la personnalité. Alors, dans la construction de la personnalité, il y a aussi un caractère qui est un caractère inné, de naissance ou génétique, qui est par exemple l'altruisme versus l'égocentrisme ou l'égoïsme. Et on voit des enfants dès le plus jeune âge qui sont plutôt altruistes naturellement et d'autres égoïstes plus naturellement. Donc ça veut dire qu'on peut favoriser aussi dans les systèmes d'éducation, que ce soit avec les parents, l'éducation nationale, les éducateurs, etc., favoriser l'idée d'émerger plutôt de l'altruisme, mais une fois de plus avec une motivation intrinsèque, et pas dire soit altruiste, pour arriver à dégager des personnalités de plus en plus altruistes. Alors concernant Poutine, la bienveillance concernant une indulgence, c'est-à-dire capacité à excuser, à pardonner, ça va être quand même plutôt compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment on pourrait prévenir en amont des personnes qui prennent le pouvoir sur sont-ils bienveillants. Dans mon livre, j'ai un rêve à la fin où je dis il n'y aurait plus de politique, il n'y aurait plus que des grands sages qui ne seraient pas élus, qui gagneraient en fait l'estime de la population par des concours, au sens où arriver comme je démontre à quel point je suis bienveillant, et qui prendraient les décisions dans une espèce de grands sages mondiaux qui diraient on va décider ça et ça pour l'humanité et non pas pour le soi ou voire même pour son simple pays. Alors c'est vrai que vous finissez par ce grand rêve un peu d'un monde idéal. Comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Parce que d'aucuns pourraient vous dire il y a un petit côté peut-être un peu utopique à ça, mais comment est-ce que concrètement, et puis pourquoi est-ce qu'on lirait ce livre? Qu'est-ce que ça peut permettre à chacun individuellement de construire pour que ce rêve peut-être se réalise? Déjà, de m'inviter, de pouvoir parler de la bienveillance, moi je dis il faudrait aussi sauver la bienveillance. Souvent la bienveillance, elle va souffrir, elle souffre déjà un peu de mièvrerie comme la gentillesse. Voilà, c'est un peu niais, c'est un peu c'est bisounours, etc. Alors que non, c'est très profond en fait, quand on démontre scientifiquement que ça a des effets, et puis que économiquement, sociologiquement, écologiquement ça a un effet, je pense que tout le monde, si on s'y met tous, on va peut-être arriver à vraiment inverser un peu la tendance. Et puis c'est pas parce que je suis bienveillant que je suis un idiot, au contraire. Je peux être très lucide par rapport à ce que je peux percevoir, parce que je suis très à l'écoute de tout ça. Donc il faut, moi je porte la parole aussi de beaucoup de patients qui sont venus me voir, qui souffraient d'avoir été trop gentils. Et on me disait trop gentil, trop con, trop bienveillant, trop... je leur disais non mais changez pas de caractère, c'est bien pour l'humanité, donc ne changez surtout pas ça. La bienveillance et l'altérité, ça ne peut pas faire de mal à l'humanité. Exactement. Ce sera un petit peu là-dessus, donc on va se quitter. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre ouvrage. C'est toujours agréable de rencontrer un auteur lyonnais, puis de parler de ces sujets qui étaient évidemment en lien avec la ligne éditoriale de Lyon Positif, parce que l'altérité, elle est vraiment au cœur de ce qu'on essaye de faire. Merci à vous. Et tout de suite, on va enchaîner, évidemment, avec une nouvelle chronique. On accueille maintenant Julie Pont. Bonjour Julie, journaliste à la rédaction de Lyon Positif, pour une nouvelle rubrique. Comment s'appelle-t-elle ? Alors, elle s'appelle « J'ai testé pour vous ». En fait, le concept est assez simple. Chaque mois, je vais vous emmener avec moi découvrir une entreprise ou une activité répondant aux principes d'économie sociale et solidaire. Et je vais mettre un peu la main à la pâte, si je puis dire, pour vous laisser inspirer par de beaux projets. Pour cette première, je me suis rendue donc, dans les locaux de Récupé Gamel. Déjà, pour répondre à la question, Récupé Gamel, qu'est-ce que c'est? C'est une association engagée depuis 2014 dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et sensibilisée à la réduction des déchets.
Et pour cela, il propose différents ateliers et animations, comme des ateliers cuisine pour transformer les invendus ou les restes en recettes assez sympas, ou encore la fabrication de bocaux artisanaux. Et c'est l'un de ces ateliers que je suis allée tester pour vous. Je crois que le mieux, c'est qu'on regarde les images et le reportage qu'on a fait à cette occasion. Aujourd'hui, j'ai testé Récupé Gamelle. Donc ici, on est dans le 8e arrondissement et là, je vais aller aider Brando à décharger le camion. Il vient d'aller chercher ce matin donc, des denrées dans divers magasins et on va aller les transformer tout de suite dans leur atelier. Alors Brando, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on va tout peser. Ok. Du coup, on va séparer tout ce que c'est pain, fruits et légumes. On est à 17 kilos. Voilà. Et donc les légumes, comme ça, on voit, il y a un petit peu de moisissure, des choses comme ça. Ceci, il n'y a pas de souci pour les transformer. Absolument. Il n'y a pas de problème. On va enlever la partie abîmée. C'est là. On peut voir qu'il y a du coup 30% des légumes qui s'est ajouté. Toutes ces parties-là. Mais toute la partie d'ici. Tout le reste est utilisable. est utilisable. Les pains, on les récupère des boulangeries ou des supermarchés bio. On a fait le choix quand même de faire de la récup seulement des ingrédients bio. Et là, je vais vous montrer comment le transformer en chapelure avec le crumbleur. C'est de la pâte al pomodoro, c'est une recette typique italienne. Aujourd'hui, on va revisiter du coup cette recette. On va faire des petites boulettes. On va les mettre dans la chapelure qu'on a fait tout à l'heure. Et après, on va les frire. Et on va faire un petit béchamel. On va le servir avec un petit béchamel. Comme ça. Après, on les mettra au four, à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Du coup, tous les déchets végétaux, à part les agrumes, voilà, les oignons, là, il y a certaines typologies, on ne peut pas le mettre dans l'ombricompost, sinon on a l'ombricompost dans le jardin derrière. Et le reste, on va le jeter dans le composteur, un gros composteur qu'il y a dans un de notre partenaires. On va faire du coup quelques orange banana bread. On va les presser. On va les mélanger avec de l'huile d'olive, de la chapelure et quelques épices. D'accord. On va mettre au four pour 45 minutes. On va avoir un bel cake à l'orange, un peu tunisienne. Ouais. C'est un exercice de créativité quand même, faire de la cuisine anti-gaspi. C'est ce qu'on essaie d'apprendre les gens. C'est pas seulement en vérité apprendre les recettes que nous on a découvertes, qu'on a créées, mais c'est vraiment les initier à ce travail de créativité. C'est un exercice pas évident parce que d'abord, dans la cuisine, il faut toujours la technique. Une fois que tu as la technique, tu arrives à utiliser un peu ta créativité. Mais on essaie de dépasser un peu cette petite étape technique et du coup d'arriver à faire des recettes assez simples avec des ingrédients simples. Ouais, merci Brando. J'ai plus qu'à essayer tout seul chez moi, quoi. Bah oui, je te donne la recette. Ça, hop, je vais prendre avec toi. C'est parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Pour passer à la séquence suivante, on va être sur le durable. Alors évidemment, durable, c'est qui s'inscrit dans le temps et la durée, ça c'est assez évident. Mais c'est aussi pour nous tout ce qui concerne directement le développement durable. Alors vous vous souvenez de cette fameuse définition posée en 1987 par Gro Harlem Brundtland sur le développement durable, qui disait que c'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc un développement qui cherche à concilier social, écologie et environnemental. Pour ça, je reçois Lucille Potvin. Bonjour Lucille. Bonjour. Vous êtes la directrice de Conscience Impact Écologique, qui est une association que j'ai découvert assez récemment. C'est comme ça qu'on s'est croisés, puisque vous aviez eu la gentillesse de nous inviter à votre dernier événement qui s'appelait Planet Needs You. Vous avez organisé une conférence justement qui portait sur un sujet important à vos yeux, qui était le rôle des médias, j'allais dire, dans la manière de traiter la crise écologique et la transition
en imaginant d'ailleurs derrière que c'était sans doute aussi une des raisons pour lesquelles les gens avaient un peu plus de mal à s'engager. Et donc, comme j'ai trouvé ça tout à fait agréable et sympathique, j'ai eu envie de poursuivre la discussion avec vous. Alors peut-être très simplement, c'est marqué sur votre t-shirt, peut-être nous raconter et nous présenter votre association Conscience Impact Écologique. Oui, alors Conscience Impact Écologique, ou CIE, c'est plus rapide, c'est une association d'éducation populaire à la transition écologique. Donc en fait, nous cherchons à informer les gens. Alors tout âge, on va de l'école primaire en passant par les entreprises, les structures sociales, jusqu'à la maison de retraite. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les gens aux questions environnementales, mais sous un aspect, je dirais, d'écologie politique. Donc on va vraiment montrer que l'écologie, c'est pas simplement la préservation de la faune et de la flore, ça va beaucoup plus loin, qu'il y a un aspect sociétal. Ce qui est très intéressant dans ce que vous faites, et on reviendra parce que ce sont les termes d'éducation populaire, justement ce brassage assez large, et vous avez une spécificité, c'est que vous adressez à des publics qui sont particulièrement éloignés. Qui sont ces publics qui sont éloignés de la conscience écologique aujourd'hui? Alors, on les retrouve un petit peu partout. En fait, c'est trouver des personnes qui ne s'intéressent pas à l'écologie, qui ne se sentent pas concernées, voire qui sont réfractaires, parce qu'on en parle quand même beaucoup dans les médias, mal des fois. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est omniprésent dans nos vies, mais qui forcément ne répond pas aux inquiétudes de tous. Alors, vous existez depuis bientôt 10 ans, reconnu d'intérêt général, ça c'est aussi important, parce que je suppose aussi parfois, c'est peut-être le risque, c'est quand vous parlez d'écologie politique, ça peut peut-être faire un peu peur, mais c'est sous un angle assez large et assez consensuel quand même. Comment vous présentez votre combat, votre engagement pour la planète? On n'a pas toujours utilisé le mot écologie politique. C'est un mot qui est récent, qui est un peu mieux compris. Avant, on parlait effectivement de faire comprendre les enjeux environnementaux avec des enjeux de société. Donc c'était aussi pour montrer qu'on ne parlait pas que de la nature. Le terme d'écologie politique, il est beaucoup plus récent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas lisse, mais on essaye de se faire comprendre, d'être bienveillant dans notre manière d'approcher les publics. On essaye aussi de ne pas les culpabiliser et tout en leur parlant de choses d'actualité, des faits qui sont avérés et qui nous concernent tous. Alors, comment vous travaillez? Je crois que vous avez d'abord une organisation, vous êtes plusieurs, un peu collaborateurs ou salariés de l'association, mais je crois que ça fonctionne aussi beaucoup par les bénévoles. Oui, en fait, les bénévoles, c'est l'essentiel de notre association. Sans eux, on ne ferait rien. Nous avons plus de 300 bénévoles et c'est eux qui vont sur le terrain. Donc nous les formons, on est 8 salariés, on les forme, on leur donne toutes les clés de réussite pour pouvoir parler à tous les publics. Et après, c'est eux qui vont directement parler aux gens. Il n'y a rien de plus, je dirais, informatif que d'être face à quelqu'un qui est passionné par ce qu'il dit. Comment vous rencontrez d'ailleurs ces bénévoles et puis comment vous les formez, comment vous les préparez? Parce que c'est une chose que de savoir faire, c'en est une autre que de pouvoir transmettre ou d'expliquer la manière de faire en fait. Oui, alors on les trouve partout. En fait, ce qu'on essaie de montrer à CIE, c'est qu'il n'y a pas de personnes qui sont plus spécialisées que d'autres pour faire de l'écologie. N'importe qui vient avec n'importe quel bagage. Donc des fois ce sont des personnes qu'on rencontre au gré de salons, de rencontres, d'activités. Des fois ce sont même des gens qu'on a même nous-mêmes sensibilisés. Et après, on va leur transmettre, alors on a tout un processus de formation au sein de notre association où on va les faire passer par des associations des formations un peu obligatoires par lesquelles ils vont avoir, je dirais, les codes pour savoir comment animer un temps de partage et aussi peut-être contrer tous les biais cognitifs. C'est-à-dire toutes les idées reçues qu'on a sur l'écologie, qu'on a tous eu un jour et qu'il faut pouvoir transformer en fait en positif. Informer, donner envie, agir, je crois que c'est un peu le triptyque qui vous caractérise. Qu'est-ce que ça vous évoque à tous les deux? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous connaissiez cette association et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je ne connaissais pas, bravo. J'ai une question qui me vient en lien avec ma profession parce que quand on expose des faits, bien souvent, on vient nous dire non, en fait, vous essayez de me convaincre, c'est de la fake news. Comment est-ce que vous passez de ce côté factuel à celui de militant en restant légitime? Ça va être les mêmes problématiques finalement que dans le journalisme. C'est essayer de rester, je dirais, neutre. En étant un peu consensuel tout en étant exigeant. Donc c'est trouver en fait un juste milieu. Donc c'est quelque chose dans lequel on travaille dans les formations avec nos bénévoles, c'est de trouver ce juste milieu en leur donnant des clés de réussite avec des chiffres avérés, des études qui sont prouvées. On n'est pas sur de la fake news, là on est vraiment sur quelque chose, on n'est pas sur une opinion. Et l'idée ça va être aussi de proposer aux gens de participer à ce débat. C'est-à-dire qu'on va les écouter, on va entendre ce qu'ils ont à dire. C'est tout le principe de l'éducation populaire. C'est essayer de chercher à
à comprendre pourquoi ils pensent comme ça et comment ils voient les choses. Et après, de mutualiser un peu les idées et faire émerger de l'intelligence collective. Ce passage à l'action, Jean, comment est-ce que, après avoir réfléchi, après avoir été inspiré, comment est-ce qu'on peut trouver des leviers intellectuels ou peut-être des outils ou des méthodes justement pour faire en sorte que les gens aient envie d'agir à un moment après avoir été dans la conscience de ce qui se passait? En fait, c'est une très grande question parce qu'elle a très peu de réponses pratiques, hormis le fait de faire, en fait. Le fait d'aller à la rencontre et au contact. Donc encore bravo, parce que c'est un truc de fou de faire et de rencontrer les gens, en fait. Et pour passer à l'action, nous, ce que l'on fait, ou en tout cas la manière philosophique, c'est d'aller repérer le plus gros préjugé ou le plus gros biais cognitif, comme vous disiez. Et donc du coup, j'avais cette question un peu peut-être pas trop farfelue, j'espère, c'est au fond, est-ce qu'il y a un préjugé qu'on a détecté qui fait vraiment obstacle statistiquement le plus, fréquemment, ou est-ce qu'il n'y a pas de telles choses qu'on rencontre sur le terrain qui fait là, il y a un vrai préjugé, il faut le combattre? Alors chaque animateur dirait qu'il y en a un principal parce que forcément, nous on les voit sur le terrain, on n'a pas de statistiques dans l'association, mais on en a quand même certains qui sont récurrents. C'est pourquoi moi je ferais quelque chose si mon voisin ne le fait pas. C'est la faute des autres, c'est la faute des autres grandes puissances mondiales. Il y a plus important dans la vie. Il y a le pouvoir d'achat, c'est beaucoup plus important que l'écologie. Donc voilà, on a beaucoup de biais cognitifs de ce type-là. D'accord, très clair. Et qu'est-ce qui fonctionne bien ou le mieux? Parce que quand vous dites 300 bénévoles, c'est déjà très important. Je crois que vous en êtes assez contente aussi, une des associations qui fait le plus d'animations. C'est plus de 3000 animations dans l'année. C'est ça. Ce qui est quand même considérable. Comment vous arrivez aussi à capitaliser peut-être à chaque fois sur la manière d'argumenter, d'expliquer? Est-ce que aussi peut-être, parce qu'on a l'impression de l'extérieur qu'il y a une conscience de plus en plus forte, est-ce que peut-être le contexte électoral, est-ce que tout ça a joué un peu, ou est-ce que vous avez été même peut-être surprise du fait que ça ne soit pas forcément traduit à autant dans des passages à l'acte, ou peut-être qu'il y a d'autres formes de s'engager? Comment vous avez vécu tout ça dans le contexte? Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. C'est vrai, c'est une question compliquée. En fait, si on étale sur les 7 dernières années où moi je suis militante, il s'est passé plein de hauts et de bas. On a vécu des grandes victoires, des grosses déceptions. L'actualité en ce moment, c'est plutôt des déceptions parce que bon, l'écologie a été ramenée à du rien du tout, alors que pour nous, c'est notre quotidien et c'est essentiel. Après, des belles victoires, on en a eu. Je pense que si aujourd'hui on est dans un territoire où l'associatif et surtout l'écologie est très, très, très mobilisé, on se dit que c'est peut-être un petit peu grâce à nous aussi. Donc, il faut continuer à être positif et avancer. Est-ce que vous vouliez peut-être poser une autre question, Jean? Je vous voyais moi, curieux. C'est que je trépigne parce qu'il y a un de mes grands maîtres qui s'appelle Bruno Latour, un philosophe qui pense l'écologie et qui dit que le problème majeur, en fait, un des problèmes majeurs de notre temps, c'est de séduire. C'est que l'écologie politique séduise véritablement les citoyens et qu'on dépasse la question soit du déni, soit de la culpabilité. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce que fait votre assos, c'est-à-dire d'être un peu entre les deux pour essayer de commencer la première brique du changement qui est d'adopter ce changement. En fait, il y a 3 briques, c'est adopter le changement, agir et ajuster l'environnement à ce changement. En fait, vous bossez sur l'adoption du changement le plus dur, quoi. Et donc, bravo encore. Et il faut qu'on pense ensemble à la manière d'être le plus séduisant au sens noble, donner envie, quoi. Justement, c'était aussi l'idée de cette découverte. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce que vous avez comme actualité? Parce que parmi les très nombreuses, moi j'en avais vu une qui était plutôt assez intéressante et qui nous concernait par rapport à un développement un peu responsable du digital et du numérique. Je crois que vous avez un atelier de formation dédié à ça. Oui, on fait pas mal d'ateliers différents. On touche toutes les thématiques de l'écologie et on en a un qui est très spécifique sur le numérique responsable. On se rend compte aujourd'hui que le numérique a un impact sur l'environnement qui est majeur, mais qu'on n'a pas forcément envie de changer les choses parce que le numérique, c'est quand même pratique, on l'a dans notre quotidien, c'est omniprésent, puis on se cache un peu derrière aussi l'idée que tout est dématérialisé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc l'avantage de cet atelier, c'est aussi de montrer qu'on peut utiliser du numérique, mais de façon plus responsable, avec des meilleurs outils, et puis aussi faire des petits efforts quand même pour être dans une utilisation un peu plus raisonnée. Puisqu'on est dans l'agenda et dans les événements à venir, parce qu'évidemment, vous avez toujours besoin soit de dons, soit de bénévoles. On va indiquer l'ensemble des coordonnées de l'association pour que les gens puissent vous retrouver. Mais il y a un grand événement le 18 mai. Si vous vouliez nous en parler un petit peu pour mobiliser les troupes. Oui, alors si vous voulez nous rencontrer, en fait, on sera à la station Mu le 18 mai pour une gratiféria. Alors la gratiféria, c'est pas forcément quelque chose de très très connu, ça commence à se développer pas mal sur la région lyonnaise, notamment parce qu'on en organise plusieurs depuis quelques années. C'est le principe du marché gratuit.
Tout ce que vous avez chez vous qui est encore utilisable mais dont vous n'avez plus l'utilité, vous nous le ramenez. Et puis après, n'importe qui peut venir et se servir et prendre tout ce qu'il veut. Donc il n'y a pas d'échange monétaire. C'est pas parce qu'on ramène qu'on doit forcément ramener quelque chose et c'est pas parce qu'on vient les mains vides qu'on doit repartir sans rien. Eh ben, on va découvrir effectivement ce principe avec grand plaisir et on trouvera tous les éléments sur votre site internet. Merci beaucoup. On va se retrouver avec une chronique et je suis heureux d'accueillir de nouveau Morgiane pour une rubrique et une chronique sur les projets positifs. Et je crois que vous nous avez sélectionné 3 initiatives, 3 projets sur lesquels on avait envie de mettre la lumière. Oui, tout à fait. Alors à Lyon Positif, on aime les belles initiatives, surtout lorsqu'elles sont lyonnaises, avec toujours la promesse de tout ce qui est positif à Lyon est sur Lyon Positif, forcément. Ce qui m'amène à vous parler de la plateforme Prophylaxis. Donc, elle vise à optimiser le télésuivi des patients atteints d'obésité non morbide et limiter in fine l'attente de la prise en charge. Donc, c'est un Lyonnais qui a l'initiative de ce projet, c'est Hervé Touré. Vous le connaissez peut-être, c'est un ancien basketteur professionnel. Et donc, il est soutenu par le label tremplin de la French Tech One Lyon-Saint-Étienne. La plateforme actuellement est en phase de test pendant 6 mois. Et par la suite, elle sera disponible à travers un abonnement qui avoisinera les 5 €. On reste toujours dans la science. Je vais vous parler d'un autre projet, à savoir que le 2 avril, lors de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, on a pu dépister l'autisme auprès des jeunes à l'aide d'un outil innovant. Donc, depuis septembre 2021, la métropole de Lyon, avec la collaboration d'une entreprise de neurosciences, Sibius, a mis en place le projet, donc, avec un premier bilan sur 115 enfants âgés de 3 à 4 ans qui ont été testés. 13 présentent des signes et pourraient faire l'objet d'un suivi approfondi par une équipe médicale et par des professionnels de santé. Et donc dans un registre plutôt culinaire et solidaire, l'association Les Petites Cantines, présente dans le 3e à Perrache et à Vèze, ouvre ses portes 10 rue Fleury à Oulin le mercredi 4 mai. Donc l'association propose des repas participatifs à prix libre afin de créer du lien entre habitants du même quartier. Donc à l'initiative de ce projet, 2 Oulinoises, Sophie Duclerc et Cédriane Moreau, qui ont porté le projet pendant 3 ans. Et par la suite, donc, le projet a grandi, d'autres personnes s'y sont greffées, à savoir des habitants, des acteurs locaux et également l'équipe municipale. Donc pour l'instant, l'association sera ouverte le mardi et mercredi dès 12h30 et également le jeudi soir à partir de 17h30, tout en sachant que tout habitant d'Oulin peut venir cuisiner aussi en amont du repas participatif. Merci beaucoup Morgiane pour ces beaux projets. J'en profite pour ceux qui veulent vous donner des informations ou vous parler de leurs projets, ils peuvent vous écrire à rédaction@lyonpositif.fr. Merci beaucoup Morgiane. Alors on va enchaîner et passer, puisqu'on était déjà dans cette logique, sur notre 3e rubrique, Inspirant. Alors, inspirant, c'est assez facile à comprendre, c'est aussi de là d'où vient le titre de notre émission, c'est qui donne une envie irrépressible de s'engager. Je dis souvent qu'il faut bien inspirer pour mieux respirer. On est là dans une logique d'entretien, de partage un peu de portrait, à travers un parcours personnel qui, quelque part, va rejoindre une forme d'universel. Et c'est aussi pour ça que je vais me tourner vers mes 2 invités, qu'on a déjà entendus dans différentes rubriques, mais on va partir un petit peu à votre rencontre et je vais commencer avec vous. Aude Laloux, je disais que vous êtes la rédactrice en chef de Flush. Voilà, l'actualité déculottée. On avait envie de parler avec vous peut-être de votre parcours, parce qu'une femme rédactrice en chef dans les médias, c'est peut-être pas forcément si fréquent que ça, et d'essayer de se dire qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ces questions, sur ce sujet. Tout est parti d'un blog au hasard, c'est ça, au départ? Oui, c'est ça, au hasard, vous êtes bien renseigné. J'avais un blog tout à fait amateur, je travaillais dans un service de communication et c'était un blog qui en fait faisait des billets d'humeur sur les toilettes des bars et des restaurants. Et en fait, j'étais abonnée à des mots-clés, des alertes sur des sujets en lien avec cet écosystème. Et en fait, je me suis rendu compte de la panoplie de sujets qu'on pouvait traiter avec cette entrée vraiment tout à fait singulière, donc des sujets d'économie, d'écologie bien sûr, de société, de santé.
le corps étant vraiment en fait discriminant en fait au sens littéral du terme. Et j'ai été contactée par des gens qui travaillaient toujours dans cet écosystème qui m'ont dit en fait nous on n'a pas de médias de référence en fait, on n'a pas de canal de communication privilégié, donc ce que tu fais nous intéresse. Et c'est là que l'idée a germé en fait. Je me suis dit bah allez, moi j'avais toujours eu envie de monter mon propre projet et en fait là je me suis dit je pense qu'en faisant un petit pas de côté par rapport au traitement classique de l'actualité, il y a quelque chose à faire. Et vous avez rencontré assez rapidement une forme de succès ou au moins de reconnaissance. Vous avez aussi été, je crois, incubé à un moment dans l'incubateur de médias comme un média émergent chez H71, etc., qui est bien connu à Lyon. Pourquoi est-ce que l'angle du corps, qui est quand même évidemment un angle un peu particulier, pas si répandu, à la fois vous intéressez, vous passionnez, et pourquoi vous avez le sentiment qu'on peut raconter plein d'autres choses à travers ça ? Parce que finalement, on n'est que des corps. On a beau avoir des bonnes idées et voter, par exemple, on reste des corps. Et donc, par exemple, sur ce numéro 14, vous voyez, du printemps, on a consacré un grand dossier au handicap et aux enjeux électoraux autour du handicap. On s'intéresse à la contraception, on s'intéresse au gaspillage de l'eau, on s'intéresse en fait à tout ce qui, de près ou de loin, touche les gens avec ce prisme du corps parce que finalement, on en est réduit à ça. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs, et je vais en parler, parce que vous avez une actualité dont on a déjà pas mal parlé, mais qui est un magnifique ouvrage que j'ai entre les mains sous forme de bande dessinée, Lésions dangereuses, une enquête sur l'endométriose. On voit bien effectivement que les sujets de société vous concernent. Alors c'était, je crois, un article dans un de vos premiers numéros, et vous avez passé presque 3 ans à construire cette enquête et ce travail pour le sortir aujourd'hui. Quelle était l'envie derrière En fait, c'est ça. L'endométriose était le dossier de fond de notre numéro 3, donc il y a 3 ans maintenant. Et donc la journaliste Camille Grange, qui avait mené ce dossier-là, à la fin du dossier, est venue me voir quand le numéro est sorti. Elle avait beaucoup de retours très très positifs, beaucoup de questions en suspens. Elle m'a dit voilà, j'ai envie de continuer à creuser le sujet, j'ai envie d'écrire un livre. Je lui ai dit bah, vas-y, on va le faire. Ça avait du sens par rapport à moi, ce que j'imaginais pour Flush, parce que je voulais qu'en fonction des contenus, on puisse avoir différents supports. Et donc, on a emmené dans l'aventure Mathilde Manca, qui est donc l'illustratrice BD de Flush, et qui a vulgarisé le sujet qui, quand même, il faut le dire, est très compliqué, très technique. Donc là, on a quand même 220 pages d'état des lieux à 360 degrés sur la maladie et pourquoi est-ce que l'endométriose est mal prise en charge en France. Et donc, un ouvrage qui est diffusé un peu partout. Comment est-ce que vous distribuez d'ailleurs à la fois votre magazine et cet ouvrage en particulier ? Le magazine, il est disponible pour le moment via notre site, donc boutique.flushmag.fr. On va retravailler notre système de distribution parce qu'auparavant, on était dans les kiosques et c'est un système que j'affectionne beaucoup et qui est très onéreux pour une petite structure que nous sommes. Et aussi parce qu'on est sur un produit qui est papier, haut de gamme, on a des illustrations originales, voilà, donc ça coûte rapidement cher. Et le livre, il est disponible sur notre site aussi et surtout en librairie. Alors c'est vrai aussi que c'est un sujet, et puis on pourrait en parler, échanger ensemble là, sur ce que c'est aujourd'hui que d'avoir un média, sur le business model d'un média, sur l'économie d'un média, parce que c'est aujourd'hui une petite entreprise. Vous êtes combien de collaborateurs à des degrés divers pour fabriquer votre magazine Flush ? On est une douzaine de personnes, donc tout le monde n'est pas à temps plein sur le magazine, mais on est à peu près 3-4 personnes à s'en occuper, j'allais dire nuit au jour, c'est pas vrai. On va dire qu'on travaille quand même beaucoup. Ça prend du temps et ça revient vite, parce que la périodicité est quand même... Et oui, celui-là, par exemple, j'ai du mal à vous en parler parce que déjà, on est dans la préparation de celui de l'été, celui de l'automne. Mais effectivement, ça revient très vite. On est en train de développer le site internet aussi pour qu'on ait vraiment une plateforme avec une temporalité différente parce que là, on est sur un rythme trimestriel qui est quand même très contraignant, avec des formats différents, donc des vidéos, voilà, ce genre de choses. Et effectivement, voilà, ça nous occupe bien. Est-ce que c'est quelque part aussi un combat que vous voulez mener ou peut-être une histoire que vous voulez partager ou raconter avec d'autres jeunes femmes qui seraient intéressées par cet univers un peu particulier ? Ce n'est pas vraiment un combat en tant que femme d'être rédactrice en chef ou de monter un magazine, d'autant que Flush est un magazine national, donc il y a des féminins aussi. Flush n'est ni féminin, enfin, c'est vraiment un magazine de société qui est mixte, qui s'adresse aux hommes et aux femmes, c'est important de le préciser. Mais je pense que là où il peut y avoir un vrai sujet, c'est quand on doit s'occuper d'enfants. Par exemple, moi c'est mon cas, je m'occupe de 2 petits-enfants. Bon, ben voilà, quand il y en a un qui est
malade, eh ben, on ne va pas à une conférence de presse, on ne peut pas travailler, on ne peut pas relire, donc il faut temporiser. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on sort notre site internet que maintenant, plus de 3 ans après la sortie du magazine. On avait un site vitrine auparavant, parce que c'est un lancement à part entière et que si on veut bien faire les choses, il faut y aller par étapes. Oui, c'est du work in progress et on voit que c'est très très long pour installer, même si vous avez réussi à installer votre titre ici et un peu partout. C'est quoi l'avenir de Flush et quels sont vos grands projets à venir? L'idée, c'est de continuer bien évidemment à développer la visibilité du magazine et nos abonnés, sa diffusion. On a Les Lésions dangereuses qui est notre premier ouvrage, donc j'espère que c'est le premier d'une longue série. On commence à avoir tout juste les premiers retours qui sont plutôt positifs, donc voilà, on touche du bois. À côté de ça, on a une activité d'agence de création de contenu où on va travailler avec les entreprises qui souhaitent communiquer différemment. Puis voilà, le site internet et développer les réseaux sociaux. Et voilà, après, on a envie de faire du documentaire. Mais bon, les projets ne manquent pas, mais on se retrouvera peut-être sur plein de projets en commun. En tout cas, on était très très heureux de vous avoir et de participer avec vous et de contribuer au succès, on l'espère, de ce magnifique ouvrage qui traite de sujets sociétaux. Hein. Alors Jean, je vous voyais avec attention écouter. Je disais tout à l'heure en vous présentant de manière un petit peu taquine que vous étiez la reine des abeilles. Alors, il faut quand même expliquer à ceux qui nous regardent, c'est que parce que vous dirigez un cabinet de philosophie, je ne sais pas comment vous allez le décrire, qui s'appelle Noétique Biz, qui est un nom absolument poétique et magnifique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient le nom de votre cabinet? Oui, Noétique Biz, ça sonne un peu les abeilles qui n'ont pas d'éthique. Alors, c'est pas ça, Frédéric. En fait, c'est les abeilles noétiques au sens du grec nous. En fait, on a pris une figure écologique majeure, l'abeille. Noétique, pourquoi? Parce que nous sommes les humains des animaux un peu particuliers dans la chaîne des animaux. Nous sommes des animaux spirituels. C'est qu'on est à la fois des animaux et à la fois on a des idées. Donc, on voulait assumer pleinement cette condition animale et humaine. Et en fait, cette figure majeure de l'écologie qui est l'abeille, on le sait, les abeilles sont en danger de mort, plus que de mort malheureusement. Et en fait, ça a été conceptualisé par un monsieur qui s'appelle Yann Moulier-Boutan, un économiste contemporain, très important dans notre parcours. Et cet économiste, il dit quoi? Il dit que l'abeille, elle fait deux choses absolument fantastiques. Évidemment, quelque part, si je métaphorise un petit peu, elle paye un loyer à l'apiculteur pour faire du miel, en retour de quoi elle a un foyer. Elle a le gîte et le couvert. Elle a le gîte et le couvert. Et puis en fait, elles font un truc qui est vraiment plus important et qui n'est pas rémunéré, pas du tout par l'apiculteur au fond, c'est de polliniser. Elle pollinise et évidemment, on a les fruits et les légumes grâce à elle. Donc, ouais, quelque part, il y a un parallèle entre votre activité, ce que vous voulez faire, c'est de répandre, alors pas la bonne parole, mais la conscience, l'esprit critique. Pourquoi est-ce que c'est si important dans notre monde aujourd'hui, la philosophie? Oh mon Dieu, parce que déjà la philosophie, elle naît à peu près au 7e siècle avant Jean-Claude Van Damme, et bien avant Jean-Claude Van Damme donc. Et ça, donc, vous m'avez suivi, et donc elle naît au moment où il y a la guerre. Elle naît à un moment où il s'agit de retourner les armes de la guerre contre eux-mêmes. En l'occurrence, au 7e siècle, c'est l'écriture alphabétique, l'enjeu. Aujourd'hui, c'est l'écriture, j'ai envie de dire 2.0, 3.0, et puis il y a bien d'autres enjeux, mais j'allais dire le numérique, mais bien d'autres enjeux. Et l'enjeu, en fait, pour les philosophes que nous sommes, c'est que là où nous intervenons, nous voulons polliniser le monde de philosophie, parce que l'esprit critique, s'il a un rôle, c'est de retourner les armes de la guerre contre eux-mêmes. La première arme, la première ressource, c'est le langage, la parole. Et il y en a bien d'autres, donc j'ai dit le numérique. Toujours est-il que en fait, les philosophes doivent se mettre au cœur de la cité, que ce soit dans le B2B, comme on dit dans le business, ou dans le B2C, c'est-à-dire vraiment en face des clients, pour leur redonner, pour polliniser le monde d'esprit critique. On a plus que jamais besoin de penser le monde avec un E et avec un A, penser, c'est-à-dire en le pensant, on doit prendre soin de ce monde-là, et prendre soin de ce monde-là, eh bien, c'est lire Flush, c'est nourrir l'esprit critique et bien d'autres choses, et regarder Lyon Positif, oui. Frédéric, c'est-à-dire nourrir son esprit critique et être inspiré en permanence, nourrir son discernement, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant aussi dans votre parcours, Jean, c'est que, c'est un petit peu comme Obélix, hein, vous êtes tombé dedans tout jeune. C'est-à-dire que dès autour de 20 ans, la philosophie, ça a été comme une rencontre. Et très très vite, vous avez eu envie de créer votre propre structure et de construire votre propre parcours, ce qui n'est pas évident dans cet univers assez corporatiste, un peu compliqué de la philosophie de l'université. Pourquoi cette envie de passer par l'entreprise et passer presque par d'autres voies que simplement la voie universitaire? C'est tout simplement pour partager une joie.
la joie de philosopher, la joie d'avoir un minimum d'esprit critique, de lutter contre les préjugés et de nourrir le dialogue. Voilà. Si on est assis sur notre raison d'être, si je reprends les ODD carrément, on est prétentieux nous les philosophes, on prend les objectifs de développement durable, on s'inscrit dedans avec au fond l'employabilité, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire l'esprit critique, nourrir le dialogue partout dans le monde si possible, on va commencer à Lyon, ce sera pas mal, et puis lutter contre les préjugés. Voilà. Ça déjà, si on arrive à faire ça, nous, notre but, c'est de partager la joie du philosopher comme acte de se désautomatiser. Vous savez, Frédéric, dans une société où règne l'automatisation généralisée, en fait, des comportements, via les algorithmes et via bien d'autres sujets, l'enjeu de l'intelligence humaine, c'est de savoir se désautomatiser. Et se désautomatiser, Frédéric, c'est penser, c'est-à-dire être journaliste, c'est-à-dire lire Flush, c'est-à-dire le mec qui redit. Ouais. Voilà. Avec un A et avec un E, c'est aussi pour ça, quand on aura l'occasion, quand votre agenda le permettra, qu'on vous accueillera de temps en temps pour une chronique un peu philosophique, pour nous donner un petit moment. Vous étiez déjà intervenu avec nous régulièrement sur Immédiat Positif pour des petites pastilles qui avaient beaucoup de succès, ces minutes un peu nécessaires philosophiques. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir été là tous les deux par votre parcours, par vos travaux, par votre activité, de donner aussi aux gens l'envie d'agir, puisque c'est le principe de l'émission. Agir, donner l'envie d'agir, c'est aussi travailler dans une logique de solidarité. Et on va commencer cette nouvelle rubrique qui s'appelle Solidaire. Et puis aussi ceux qui sont dans l'écosystème de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, dont on sait qu'elle est vraiment particulièrement riche à Lyon. On va donc partir aujourd'hui à la rencontre d'un de nos partenaires. J'allais dire, on est très heureux de soutenir, vous le savez, la cause de Handicap International, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, qui est né à Lyon il y a presque 40 ans, qui fête aujourd'hui son 40e anniversaire. Et on va discuter de tout ça, de leur projet, de leur actualité, avec Evan Cholvy, qui est membre de l'équipe de communication et qui s'occupe notamment des réseaux sociaux. Alors Evan Cholvy, je disais, vous êtes en charge d'un certain nombre de sujets dans l'équipe de communication d'Handicap International et notamment des réseaux sociaux. Et on va en parler parce que c'est un vrai sujet. Handicap International, je le disais, fête ses 40 ans, mais c'est aussi le 25e anniversaire de la Convention d'Ottawa qui a eu aussi une actualité. On en a parlé récemment avec Xavier Ducrest, le directeur France. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, en quelques mots, quelle est l'actualité aujourd'hui d'Handicap International, notamment avec ce qui se passe dans le contexte en Ukraine ? L'actualité nous confronte aux problématiques et aux combats que Handicap International essaye de soulever, et ce depuis longtemps. Vous l'avez rappelé Frédéric, effectivement, cette convention d'Ottawa, il y a eu également donc, contre les mines antipersonnelles, puis ce traité contre les bombes à sous-munitions. Aujourd'hui, notre combat, c'est contre les bombardements en zone peuplée, qui tuent 90% de civils. Et malheureusement, effectivement, ce contexte en Ukraine, cette guerre en Ukraine nous a ramené à cette triste réalité parce qu'on est en Europe et parce que ça nous touche davantage. Donc voici l'actualité. Ça a remis le focus sur ce combat qu'on essaye de mener au bout, puisque vous savez sans doute, mais un texte, une déclaration politique est en discussion. On pousse pour que cette déclaration politique nous permette de limiter l'impact des conflits armés en zone urbaine pour protéger les civils et sauver des vies. Alors ce qui était impressionnant, et on le sait bien nous, comme journalistes et à travers les médias, c'est que malheureusement parfois, j'allais dire, un conflit chasse l'autre et une urgence s'impose à une autre. Mais Handicap International, évidemment, est particulièrement sollicité avec ce qui se passe en Ukraine, mais continue une activité sur l'ensemble des continents. Vous êtes sur un certain nombre de sites et auprès de différents conflits. Oui, tout à fait. C'est Handicap International, c'est des interventions et de nombreux programmes dans près de 60 pays à travers le monde. Donc un conflit en Ukraine ne nous dispense pas d'intervenir partout ailleurs où des personnes vulnérables, et pas seulement handicapées d'ailleurs, ont besoin de soutien, que ce soit de la réadaptation, du soutien psychosocial et tout un tas d'autres missions de première nécessité que nous mettons en œuvre pour aider ces personnes fragiles. Mais c'est vrai que les urgences font partie prenante de l'action de Handicap International, et c'est le cas en ce moment en Ukraine. C'est pourquoi nous avons lancé là aussi un appel aux dons pour nous aider à intervenir le plus rapidement possible. Qu'on avait diffusé aussi, et on diffusera régulièrement ce genre d'informations ô combien nécessaires, parce que vous avez à la fois besoin de bénévoles, mais aussi évidemment d'argent. Et c'est d'ailleurs un des sujets peut-être que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est-à-dire que vous êtes en charge de la communication. On le sait aujourd'hui, la communication est devenue incontournable, quel que soit le sujet qu'on traite, qu'il soit gai ou pas. Quand on parle d'une guerre, il faut sensibiliser à une cause. Et en même temps, on a l'impression que
il n'y a jamais eu tant de moyens pour bien communiquer avec les réseaux sociaux, mais ce n'est pas forcément simple. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont un levier, mais n'amènent pas forcément toutes les réponses. Comment vous travaillez au sens large la communication d'une ONG comme Handicap International? On dit souvent que le digital, les réseaux sociaux, le web, c'est un canal pour communiquer. Un canal extrêmement important, d'autant plus avec le développement des nouvelles technologies. Ça ne fait pas tout, il ne faut pas croire que quand effectivement on a un nouvel abonné sur Facebook, ça déclenche des dons. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment notre unique objectif. On veut sensibiliser sur nos combats, on veut convaincre, on veut entraîner des gens autour de nous. Effectivement, il y a plusieurs façons de s'engager, on l'a dit. On peut s'engager en tant que bénévole, on peut aussi s'engager en tant que donateur, mais on peut aussi se contenter de s'informer. Parce que s'informer, on le dit souvent chez Handicap International, c'est déjà agir. Donc nous, c'est vrai qu'on essaye de montrer comment l'argent est utilisé sur les terrains. Aux donateurs, on essaye de sensibiliser sur la nécessité des combats que nous menons et des actions et des missions que nous mettons en place sur le terrain. Et derrière, eh bien, si les gens, on arrive à faire un don, tant mieux. Mais on ne travaille pas notre communication dans le seul but de générer du don, parce qu'il y a plein de choses qui composent notre façon de nous adresser aux audiences. Objectifs et en fait, du coup, les réseaux sociaux, si je comprends bien, ils vous permettent à la fois de travailler votre image, de bien informer, de créer une communauté. Et à côté, c'est d'ailleurs pour ça que c'est séparé, je crois qu'il y a une équipe marketing, parce qu'aujourd'hui, il faut utiliser les techniques du marketing parce que malheureusement, il y a de nombreuses causes à défendre, qui essayent de transformer cette communauté ou ce qui a été au départ une information en un don. Oui, tout à fait. On est sur des modèles assez classiques. Effectivement, une fois qu'on sait qu'on a des communautés qui sont sensibles à ce qu'on dit, à ce qu'on défend, on essaye de susciter du don, en essayant de convaincre que c'est nécessaire et en répétant, et c'est ce qu'on dit régulièrement, que les dons des particuliers, vos dons, c'est la garantie que nous agissons en toute indépendance et ça nous permet d'être réactifs parce que sans les dons, nous ne pouvons pas exister. Alors si on parlait de l'engagement, c'est assez intéressant, il y a plusieurs manières de s'engager. Vous êtes tout jeune, Evan, et je crois que c'est votre premier vrai poste salarié chez Handicap International. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette structure et qu'est-ce qui vous a amené à vous engager pour cette cause? Alors évidemment, la cause, c'est pas rien quand on choisit un emploi et comme premier emploi. Moi, je viens de plusieurs engagements bénévoles dans la solidarité. J'ai commencé avec le Téléthon en fait, sur ma commune quand j'étais tout jeune. J'ai coordonné le Téléthon de ma commune pendant 6 ans, j'avais relancé. Et puis, j'ai fait un master en gestion de projets internationaux, relations internationales à Lyon 3. Qui m'a mené vers Handicap International, donc qui m'a permis de rester dans cette sphère de la solidarité à laquelle je suis extrêmement sensible. Et il se trouve que Handicap International fait confiance aux jeunes générations. Et c'est comme ça que je suis revenu, il y a 2 ans maintenant. Et pour moi, c'est extrêmement important d'être en phase avec mes valeurs et c'est justement ce que me permet Handicap International dans cette sphère de la solidarité, de l'humanitaire, d'être à l'aise dans ce que je fais, de me sentir utile. Pas forcément d'agir pour le bien, mais d'agir avec une forme d'utilité au quotidien. Donner du sens un peu à ce que vous faites. Alors je suppose qu'on en parlait, Jean, le sens, la conscience de ce pourquoi on agit, cette dimension-là, elle est particulièrement impactante. Est-ce que les jeunes générations aujourd'hui, celles que vous rencontrez, que vous croisez dans vos activités, vous avez l'impression qu'elles sont de plus en plus justement dans cette quête de sens ou cette recherche un petit peu de valeurs importantes dans leur quotidien et de travail? Oui, et je dirais que c'est à double tranchant en fait. Je dirais qu'il y a encore un article de la Harvard Business Review de mars là, qui vient d'être publié en disant que en fait, les jeunes générations sont prêtes à gagner moins d'argent pour être plus alignées sur ce qu'elles font. Et je crois que votre invité, Frédéric, sauf si monsieur me fait mentir, eh ben, c'est déjà le cas. On est prêt à rogner un peu sur le salaire pour faire des choses qui nous ancrent et qui nous fondent. Peut-être un effet pervers éventuel, c'est que peut-être que ça n'a qu'un temps. Peut-être, je ne sais pas, je pose la question en avocat du diable, c'est que est-ce que finalement c'est durable? Est-ce que finalement, en faisant cela, on se prive de la question de penser réellement une économie, une autre économie, une économie alternative? Ce sont d'autres combats, j'ai envie de dire. Mais la preuve est là, sous nos yeux, qu'on est prêt à gagner un peu moins pour faire quelque chose dans lequel on croit. Voilà. C'est ça que j'ai envie de partager. Mais... on espère que c'est durable. En tout cas, évidemment, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, Aude, le rapport au corps, il est très particulier dans ce qui se passe chez Handicap International, puisque ça commence aussi comme ça, et Xavier Ducrest le raconte souvent de cette manière, c'est de remettre les gens debout à la fois de manière physique et symbolique dans leur dignité. Est-ce que là aussi, je suppose que ce sont des sujets qui pourraient être abordés chez vous? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette cause particulière? Et puis le fait que
que ce que les gens méconnaissent, mais que Handicap International est à Lyon ici, et le siège monde est ici à Lyon. Je ne peux que saluer votre engagement, évidemment. Voilà, la question qui me viendrait comme ça, c'est peut-être une question un petit peu naïve. Je ne connais pas votre action dans les détails, mais je me demande comment est-ce qu'on fait pour répondre à votre objectif qui est d'arrêter de bombarder des zones avec des civils. Eh bien, on le combat politiquement. Handicap International a des missions sociales pour venir en aide sur le terrain aux populations, mais fait aussi du plaidoyer. C'est-à-dire essaye d'influencer la décision des politiques, auprès des diplomates, entre autres. Par exemple, la semaine dernière, il y avait des discussions à Genève pour essayer de faire avancer cette déclaration politique, qu'on espère voir aboutir, évidemment. C'est une déclaration politique qui n'a pas de valeur juridiquement contraignante à d'autres par le passé, mais qui permet de poser une clause morale qui contraint d'une façon générale les États à limiter l'impact de la guerre et des conflits armés sur les civils. Donc c'est par tous ces moyens en fait, de pression de la société civile et des pressions politiques, que ce soit dans le cadre du droit international humanitaire ou même des déclarations, qu'on arrive à faire changer les choses et à protéger les populations civiles. C'est étape par étape et aussi en ayant un certain nombre d'événements qui sont vraiment particulièrement représentatifs. Je pense juste peut-être aux pyramides de chaussures. Est-ce que vous pouvez nous raconter quand auront lieu les prochaines? Oui, c'est un concept qu'on avait laissé de côté pendant 2 ans. On avait transformé ça en pyramide solidaire. Et donc cette année, retour des pyramides de chaussures, qui est un concept effectivement au départ pour s'indigner de l'utilisation des mines antipersonnelles. C'est un symbole qu'on a conservé, la chaussure. Donc chacun est invité évidemment à venir jeter ses chaussures. Ça aura lieu tout le long du mois de septembre cette année, avec une conclusion, comme d'habitude, place Bellecour à Lyon, mais aussi à Paris, avec un certain nombre d'animations, d'expositions et de personnalités qui viendront défendre nos combats. Donc cette année, on sera encore évidemment sur le bombardement des civils en zone peuplée. Et juste avant, pour mêler aussi la dimension festive, le 31 juillet, je crois, un grand concert solidaire à Fourvière. On donnera les indications pour que tout le monde puisse participer le plus possible. Oui, il ne faudrait pas l'oublier. Les 40 ans que Handicap International célèbre avec Forum Réfugiés, qui fête aussi ses 40 ans. Une soirée exceptionnelle avec Carimouche, Irma, Terre Noire et San Severino. Eh bien, on le suivra en tout cas et on sera dessus. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle cause. Merci à vous et bonne continuation, bon courage. Alors, pour passer peut-être à des choses qui vont être aussi plus réjouissantes parfois et peut-être plus légères, on va retrouver Morgiane pour à la fois son agenda et ses bons plans, parce que c'est vrai, et on le sait, le mois de mai est un mois assez chargé en événements, en festivités. Alors, on avait envie d'en partager quelques-uns avec vous. C'est assez étonnant, mais pour le premier bon plan, j'ai pas bien compris, mais il y a une question d'accessoires, de bonnets de douche. Alors oui, tout à fait. Qui dit printemps, dit grand ménage, dit rangement. Et c'est également le moment de faire le tri dans ses placards. Et ça tombe bien, du côté de la Croix-Rousse, le magasin Le Bonnet de Douche vous propose de vendre vos vêtements. Alors, quelques critères sont à respecter. Les vêtements doivent être en bon état, doivent être également propres, mais également de saison avant d'être amenés en boutique pour être vendus plus facilement. Alors, une fois le premier vendu, vous recevez une commission qui s'élève à 50% du prix de vente hors taxe. Et donc, si vos vêtements ne trouvent pas preneur au bout de 2 mois, vous pouvez les récupérer sous 10 jours. Ou à défaut, ils seront donnés à des associations. Alors le printemps, c'est aussi, vous le disiez, les bonnes résolutions, mais c'est aussi peut-être parfois la possibilité de se remettre au sport. Oui, et je crois qu'on va parler de Sophie Moreau, qu'on connaît bien ici, la présidente de Courir pour elle, qu'on accompagne régulièrement dans ses activités. Quelle est l'actualité aujourd'hui de Courir pour elle ? Alors à la frontière avec le 8e et plus précisément au parc de Paris, donc c'est situé entre Bron et Vénissieux, Courir pour elle revient pour sa nouvelle édition. Prévue le dimanche 22 mai. Donc cette course féminine vise à permettre à l'association de financer des actions solidaires, de prévention et de soutien pour les femmes qui sont touchées par des cancers féminins. Alors plusieurs formats sont possibles, course ou marche, c'est vous qui choisissez. Pour les personnes aux faibles revenus, l'association a mis en place un système de dossard suspendu qui permet donc à toute personne d'avoir sa place grâce aux dons des participants. Donc la course du dimanche 22 mai au Parc de Paris étant uniquement féminine, que tout le monde se rassure, il existe toutefois une version audio guidée et connectée qui est ouverte à tous du 1er au 21 mai. Donc en équipe, seul ou entre collègues, vous pouvez soutenir Courir pour elle en vous procurant un dossard sur le site de l'association. C'est-à-dire qu'il faut que je me remette au sport, c'est ça que vous êtes en train de me raconter. Très bien, je le note.
Alors ensuite, si je vous parle d'un événement qui se déroule dans 2 lieux différents, mais à la même date, est-ce que ça vous parle? Non, mais vous me faites souvent des calls, Morgiane, je vois. Ah oui, tout à fait, j'aime bien ça. Allez, je vous mets sur la voie, c'est un festival lyonnais qui revient pour sa 4e édition. Eh bien, il s'agit du festival Zéro Déchet qui est prévu le week-end du 14 au 15 mai à la Maison de l'Environnement et au parc des Berges du Rhône Sud. Alors que vous soyez expérimenté ou novice dans le mode de vie éco-responsable, ce festival est ouvert à tous et donc tout au long de ces 2 jours, il est possible de participer à des ateliers, des conférences et également des animations. L'idée étant de vous permettre de mieux consommer et d'apprendre à faire soi-même, à réparer ses vêtements, à faire son savon, à faire sa lessive. Alors si le programme vous intéresse et vous tente, le festival Zéro Déchet, c'est le 14 mai et le 15 mai à la Maison de l'Environnement et également aux Berges du Rhône. On y sera. Et donc je suis obligée maintenant de passer en tant que gourmande, de vous faire découvrir ou redécouvrir la Brigade des Gaunes. Est-ce que ça vous parle, Frédéric? Rien à voir avec un Jean club de supporters de l'OL. Alors rien à voir. C'est un food truck participatif qui vise à développer et favoriser l'insertion professionnelle des jeunes porteurs de handicap ou souffrant de difficultés cognitives. Alors en moyenne, chaque année, une 50aine de jeunes bénéficient de ce dispositif. Et donc la Brigade des Gaunes propose des plats et des formules équilibrées, donc issus du circuit court. Pas d'emballage, là-bas les plats sont mis en bocaux et consignés. Donc ils sont élaborés dans les cuisines de l'établissement public national Antoine Königswarter dans le 7e. Ils sont vendus donc du mardi au jeudi de 11h30 à 13h à Tassin, Caluire et Bron. On a plusieurs formules qui sont disponibles, végétariennes ou classiques, qui s'étendent de 8 à 14 €. On peut se remettre de toutes nos émotions et puis s'inspirer, parce que c'est aussi quelque chose qui est tout à fait agréable pour ça. Je crois qu'on va partir jardiner un petit peu dans son jardin, ou sur un balcon d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Vous voyez juste. Hein. Les beaux jours sont de retour et c'est également l'occasion pour moi de vous parler de Circle. Donc si vous souhaitez jardiner depuis votre balcon, l'entreprise lyonnaise vous propose de cultiver, cuisiner ou composter à l'aide du potager composteur. Il est possible de choisir la taille du potager composteur. Donc, alors, je ne vous apprends rien, plus il est grand, plus vous avez la possibilité de pousser plein de plants différents. Et donc toute l'année, Circle commercialise des box de plants prêts à pousser. Et donc c'est pratique puisqu'il ne prend pas trop de place étant donné qu'il est disposé en hauteur. Il va falloir quand même débourser un petit peu d'argent puisque le pack complet est à 280 € avec le composteur, le terreau, les verres de compost et plusieurs guides et également l'accès à une communauté de jardiniers. Et si vous avez un jardin, je crois que la métropole de Lyon fait quelque chose pour nous aussi en termes de compostage. Oui, en effet, Frédéric, si vous êtes en appartement, vous avez l'alternative de Circle. Mais si vous avez la chance d'avoir un jardin, la métropole de Lyon peut vous faire bénéficier d'un composteur gratuit en bois qui vont de 400 à 600 litres en fonction de la taille de votre foyer. Les composteurs sont commandés en fonction de la demande. Donc pour pouvoir bénéficier de ce produit, rendez-vous donc sur le site de la métropole de Lyon. Et donc, là, on a l'initiative pour les personnes qui ont des balcons, on a l'initiative pour des personnes qui ont des jardins. Donc, appel aux entrepreneurs, il manque juste une initiative pour les personnes qui n'ont ni de balcon ni jardin. L'appel est lancé. Merci beaucoup pour toutes ces bonnes idées et ces bons plans, Morgiane, à noter dans notre agenda. Être positif, déjà c'est une nécessité, mais c'est aussi un optimisme personnel qu'on peut tous entretenir, toute cette effervescence, toute cette volonté des chefs d'entreprise d'avancer malgré les difficultés, malgré les événements qui peuvent nous ramener un petit peu vers le bas, les surmonter et faire preuve de résilience. À partir du moment où on est mutualiste, quand vous dites mutualiste, c'est presque un pléonasme avec positif. On sait qu'on finira par en sortir. En fait, c'est une nature. Moi, je suis toujours positive. Je vois toujours le verre à moitié plein. Et puis surtout, je n'ai pas de rendez-vous pour faire une chimio la semaine prochaine. Donc rien que ça me rend positive. Rester positif, c'est l'aspect innovation, c'est l'aspect mutation technologique. On est dans une période où il y a plein de formats à faire évoluer. On est boosté par le projet que l'on fait pour les jeunes. Il y a des choses à faire pour les jeunes avec la transmission de beaux éléments de culture et de belles valeurs. Je pense qu'il faut rester positif parce qu'on rend service au territoire. Et l'intérêt pour Action Logement, c'est d'accompagner un peu ces jeunes actifs, ces jeunes alternants
à accéder à un emploi. Aujourd'hui, on voit plein de gens avec des questionnements autour de l'énergie, des matières premières, une volonté de trouver des idées, des solutions. L'artisan, c'est dans sa nature d'être positif. L'artisan, on l'a vu pendant le Covid, il a toujours réussi à se remettre en jeu, à innover, à se mettre en avant. Alors, chez Veolia, on reste positif. On sait qu'il est encore temps d'éduquer et de faire de la pédagogie autour des questions environnementales. Alors on est hyper inquiets pour l'environnement, on l'est tous. Et aujourd'hui on reste positif parce qu'il y a plein de belles initiatives. Tweed, les fontaines à eau, donnent accès à l'eau pour tous pour réduire la bouteille en plastique qui pollue nos océans. Et ça c'est positif. Nos clients, tous les matins, ils nous donnent la pêche, ils nous donnent le sourire. Et nous, on va essayer de les accompagner pour qu'ils puissent être des entrepreneurs heureux. J'ai envie de renverser la question, pourquoi on ne serait pas positif ? Évidemment, responsable fait référence et nous renvoie à la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, à notre responsabilité à tous, mais on a voulu, à travers cette rubrique, partager un certain nombre d'initiatives, de projets d'entreprises qui sont membres de la communauté des partenaires de Lyon Positif et qui, à un degré ou un autre, s'investissent, laissent un impact particulier dans notre quotidien. Et là, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet ô combien essentiel, sur lequel il y avait aussi besoin de beaucoup de pédagogie et de compréhension. C'est évidemment l'eau. Et pour ça, je vais accueillir Cyril Chassagnard, qui est le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de Veolia Eau, pour nous parler à la fois de ces sujets importants, mais aussi comprendre comment une entreprise mondiale intervient concrètement et au plus près du terrain sur ces enjeux. Cyril Chassagnard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre et de participer à cette émission. On avait en effet envie d'avoir le retour d'un expert et d'un spécialiste sur ces questions qui sont des questions complexes, les sujets de l'eau, en lien avec tout ce qu'on a évoqué, la question de la transition écologique évidemment, et de ce qu'on appelle aujourd'hui le stress hydrique. Est-ce que vous pourriez nous rappeler pourquoi l'eau concrètement est un enjeu majeur dans le monde, mais aussi évidemment dans notre région? Alors, j'ai envie surtout de parler de la France, où l'eau est réellement aujourd'hui un marqueur du changement climatique. Pour vous donner quelques chiffres, 2019 et 2020 ont été les 2 années les plus chaudes en France depuis 1900. Et parmi les 10 années les plus chaudes depuis 1900, de tous les temps, 9 se sont produites depuis 2003. Donc à l'échelle, je dirais, d'une génération, aujourd'hui, on voit clairement une évolution évidemment du climat, et ce climat a un impact direct en France sur les ressources en eau. Il y a quelques années, je travaillais en Côte d'Or, dans les années 2000, et lorsqu'on me posait la question de savoir si en France on manquait d'eau, je répondais non. Quand on parle des problèmes de ressources en eau, c'est dans les pays en voie de développement, c'est dans des pays où il y a des températures extrêmes et où il pleut très peu. Et force est de constater qu'aujourd'hui, je ne dis plus ça. Et aujourd'hui en Côte d'Or, l'endroit où je me trouvais dans les années 2000, où j'étais pas très inquiet pour les ressources en eau, aujourd'hui on commence à manquer d'eau sur certaines communes. Ça c'est un vrai sujet, c'est vrai qu'aussi on a besoin de pédagogie, de le comprendre. Alors souvent d'ailleurs quand on est touriste ou l'été, on constate que certains ruisseaux, rivières, etc. Voilà. Mais on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière en termes d'impact sur les nappes phréatiques. Et alors dans le Rhône concrètement ou à Lyon, est-ce qu'on a aussi cette difficulté qui se profile, ce qu'on appelle ce stress hydrique, c'est-à-dire la rareté et la pénurie d'eau qui nous guette? Des études très sérieuses montrent qu'en 2050, le débit du Rhône aura baissé de 30%. Il y a aussi un impact important sur le Rhône en particulier par rapport à d'autres fleuves liés aux montagnes et aux glaciers. Donc 30% d'eau en moins en période d'étiage, c'est des nappes d'accompagnement du Rhône qui seront beaucoup plus basses. C'est des micropolluants qui seront plus concentrés, un tiers de plus, puisque pour la même quantité de polluants, il y aura un tiers d'eau en moins. Donc ça veut dire qu'en 2050, dans la région lyonnaise, dans l'ensemble des communes qui longent le Rhône, on se retrouvera certainement avec des difficultés d'approvisionnement. Alors, pas des difficultés du jour au lendemain où d'un seul coup plus personne n'a d'eau évidemment, mais avec des crises de plus en plus fréquentes à gérer où il faudra ponctuellement apporter des ressources venant d'un peu plus loin pour faire en sorte que les citoyens consommateurs aient toujours de l'eau potable au robinet. Oui, parce qu'on l'oublie, mais tourner son robinet et avoir de l'eau propre, consommable, utilisable, c'est quand même à la fois de la magie, une merveille et une prouesse technologique importante. On y reviendra un petit peu parce que la question qu'on se pose, et je suppose que c'est celle que se posent aussi des gens avec nous quand on vous écoute, parce que tout d'un coup on est en tant que citoyen ou consommateur interpellé, qu'est-ce qu'on peut faire, nous concrètement, comme individus, et puis j'allais dire peut-être encore plus au niveau des entreprises, pour d'abord peut-être prendre conscience et lutter contre ce risque de pénurie de l'eau? Alors je dirais qu'il faut continuer à économiser l'eau. Depuis le début des années 90,
on voyait les consommations d'eau en France baisser en moyenne de 1% par an. C'était à peu près régulier, à la fois par l'effort des usagers, à la fois les efforts des entreprises. Et depuis 2015, en fait, ce phénomène s'est arrêté. Et on voit même les consommations d'eau reprendre une certaine progression. Alors, c'est évidemment lié au stress hydrique et au climat qui fait qu'il y a certaines périodes de l'année où on doit consommer plus d'eau que d'habitude. Donc il faut continuer à prendre soin de l'eau, à chercher à l'économiser. Il faut continuer à mettre des chasses d'eau à double bouton. Il faut continuer à essayer de se doucher un peu moins longtemps, à mettre des réducteurs de pression partout dans la maison. Et il faut que les entreprises aussi continuent à faire des économies d'eau. Alors ce qu'elles font, elles sont d'ailleurs poussées par l'État pour limiter leurs prélèvements, pour réutiliser leurs eaux sales dans leur process de fonctionnement, et puis aussi faire en sorte d'avoir des process de plus en plus vertueux et économisant au maximum l'eau. Je crois d'ailleurs qu'un des vrais enjeux, parce que quand on parle de l'eau, on parle effectivement de la manière dont on la transporte, dont on la traite, et donc ça passe souvent par des tuyaux, pour faire simple. Le vrai enjeu aujourd'hui, ce sont peut-être nos équipements, tous ces tuyaux qui ont parfois 40, 50, 60 ans, et le travail prioritaire, et c'est comme ça que vous accompagnez aussi certainement vos clients et les entreprises, c'est de lutter contre les fuites, tout simplement. Alors ça, c'est un sujet très métier, je dirais, pour les distributeurs d'eau comme moi, de faire en sorte que les réseaux d'eau potable soient de moins en moins fuyards. Donc vous avez des canalisations qui sont enterrées à 1 mètre de profondeur depuis des décennies, parfois même une centaine d'années. Donc c'est normal qu'elles fuient, sauf que ces fuites, il faut les s'identifier, les trouver le plus vite possible et les réparer aussi le plus vite possible. Donc c'est vraiment un enjeu aujourd'hui du métier, de faire en sorte que les réseaux soient de moins en moins fuyards. Alors il faut bien sûr renouveler les canalisations. On est aujourd'hui sur une durée de vie moyenne de 150 ans, il faudrait viser 70 ans. Mais ça prendra du temps et beaucoup d'investissements. Et il faut aussi que les distributeurs d'eau mettent des moyens importants sur la détection des fuites. Et c'est parfois mettre des sortes d'oreilles acoustiques qui viennent écouter le bruit sur le réseau et identifier au mètre près la position à laquelle on peut trouver une fuite. Il y a à la fois des choses très technologiques, puis je sais aussi, je ne sais pas si c'est anecdotique, mais je crois savoir qu'on fait aussi travailler, qu'on recherche avec l'odorat du chien, qu'il y a des chiens qui peuvent contribuer à détecter des fuites, notamment dans des milieux hostiles ou à la campagne ou en pleine nature, c'est ça ? Tout à fait. Alors, donc l'innovation n'est pas que digitale. Et aujourd'hui, dans une des dernières innovations de recherche de fuite, on utilise des chiens qui ont un odorat évidemment très développé et en fait qui perçoivent la très faible odeur de chlore qu'une fuite d'eau peut propager dans le sous-sol. Donc on a eu des expériences là, depuis 2 ans très prometteuses permettant d'accéder, alors souvent en milieu rural, dans des champs, dans des bas-côtés, et d'accéder à des fuites qui étaient complètement inidentifiables par des technologies habituelles. Alors je me tourne vers nos invités qui sont là comme moi, à la fois comme consommateurs et usagers. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, qu'est-ce que représente l'eau peut-être pour vous ? Et puis comment vous imaginez soit pouvoir contribuer ? Quelles questions on aurait à l'expert qui est avec nous aujourd'hui ? On traite très souvent le sujet de l'eau avec Flush. Évidemment, moi j'ai bien une idée en tête pour réduire la consommation d'eau potable. Ce n'est pas que la mienne, c'est celle évidemment de l'assainissement, puisqu'on utilise de l'eau potable pour les toilettes. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire différemment ? Alors parce que les réseaux d'eau potable coûtent très cher. Et en fait, le fait de doubler des réseaux, d'avoir chez soi, on l'a souvent imaginé, mais étudié, d'avoir un réseau qui apporterait de l'eau potable pour les usages domestiques et alimentaires, et une eau non potable pour la chasse d'eau, par exemple, ou le jardin, est économiquement impossible, parce que ce qui coûte le plus cher dans un service d'eau potable, ce sont les canalisations d'eau potable. Alors quand on les a posées dans les années 50 ou 60, j'irai un peu à la va-vite, ça ne coûtait pas très cher. Aujourd'hui, c'est parfois plus cher de renouveler l'ensemble d'un réseau d'eau potable que de faire une usine de traitement d'eau potable. Donc malheureusement, c'est une fausse bonne idée de vouloir d'essayer d'apporter 2 réseaux et 2 eaux différentes au domicile du consommateur. La qualité de l'eau qu'on boit, c'est vraiment essentiel. Il y a un certain nombre de normes très strictes et on est heureux de tout ça. Je sais que ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays et justement par rapport à ce sujet, cette eau un peu usagée, bien assainie, elle est quand même réutilisée, soit pour nettoyer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un curseur à trouver dans les normes qu'on nous impose pour régler un problème qui est quand même un problème mondial ? Oui, alors ça c'est la réutilisation des eaux usées traitées, mais qui n'a pas vocation à être réutilisée au
au logement du particulier, puisque ça coûterait très cher de ramener cette eau chez lui depuis la station d'épuration. Mais par contre, aujourd'hui, il y a un vrai sujet en France. On ne réutilise pas suffisamment les eaux usées traitées, par exemple pour irriguer le champ qui se trouve à côté de la station d'épuration, pour que les camions de nettoyage de la voirie de la commune viennent s'approvisionner en eau usée plutôt qu'en eau potable pour ensuite nettoyer la voirie, parce que la réglementation française est assez protectrice, notamment pour la santé des personnes pouvant se trouver à proximité d'une eau usée, traitée, réutilisée, par exemple pour l'arrosage. Mais je pense qu'on va faire des progrès dans les années qui viennent. Pour donner un chiffre, en France, moins de 1% des eaux usées sont réutilisées, quand en Espagne, c'est 14%, quand en Israël, c'est 80%. Donc on a une marge de manœuvre et une marge de progrès très importante pour le sur coup, ce la sujet. contrainte peut être source de créativité et d'agilité quand même. Tout à fait. Alors Jean, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire d'eau ? Frédéric, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais je le dis quand même. C'est comme ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression, quand on entend ces nouvelles-là, qui sont objectives et qui sont rationnelles et qui sont véridiques, en fait, on réalise petit à petit la fragilité, mais plus que la fragilité, la limite de notre espèce humaine. C'est-à-dire qu'on est la première, sans doute, génération à vivre dans la conscience pleine de la possibilité de l'extinction globale de notre espèce elle-même. Ça, c'est inédit dans l'histoire de la pensée tout court. Donc moi, ce que j'ai envie de partager, une fois qu'on a dit ça, et une fois qu'on a un peu plombé l'ambiance, Frédéric, merci. Merci. L'idée, c'est que quelqu'un qui est aux premières loges comme vous, ma question sera simple et à la fois un peu gigantesque, c'est quelles sont les bonnes raisons d'espérer de votre point de vue à vous ? Qu'est-ce qui vous donne de la patate ? Qu'est-ce qui vous donne l'envie d'espérer quand même, malgré ces trucs qui sont complètement objectifs et véridiques ? Alors la première chose, c'est qu'il y a toujours de l'eau sur Terre. Voilà, le problème, ça sera sa répartition et avoir de l'eau au bon endroit. Donc déjà, je fais un métier qui n'est pas en voie de disparition parce que de toute façon, l'eau existe toujours dans la même quantité, sauf qu'elle se déplace. Si les glaciers fondent, on retrouvera plutôt cette eau dans les océans. Il faudra la dessaler, mais les océans seront toujours pleins d'eau, même si cette eau coûtera cher à traiter et éventuellement à acheminer. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a encore des marges de progrès gigantesques sur notre façon d'utiliser l'eau, de consommer l'eau, de réutiliser l'eau. Donc on peut, peut-être que dans 100 ans, on vivra avec 3 fois moins d'eau qu'aujourd'hui pour produire notre alimentation, pour produire nos vêtements et nos biens de première nécessité, et aussi pour notre propre bien-être. Alors c'est vrai que du coup, dans cette rubrique qui parle de responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, ça prend peut-être encore plus de sens. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette logique, ce qu'on appelle aujourd'hui la raison d'être ? Comment est-ce qu'on fait face à ce que rappelait les terribles enjeux, la conscience qu'on en a, et en même temps la nécessité vitale de trouver l'eau ? C'est quoi la raison d'être d'une entreprise comme la vôtre aujourd'hui ? Alors, Veolia s'est doté d'une raison d'être dès 2019 après la loi Pacte, et d'ailleurs, je pense que ça fait partie des entreprises qui réclamaient cette loi, peut-être sur un constat qu'on a la chance de faire chez Veolia, c'est que les gens ne travaillent pas chez Veolia sans raison, on choisit de travailler chez Veolia parce que c'est une entreprise qui travaille dans les services à l'environnement, c'est parce que c'est une entreprise qui produit de l'eau potable, qui traite des eaux usées avant de les reverser dans le milieu naturel, qui traite des déchets aussi, qui recycle des déchets. Donc ça a été extrêmement, je dirais, facile, et c'était un besoin exprimé par les salariés que l'entreprise se dote d'une raison d'être. Alors on n'a pas cherché très loin, on a utilisé les objectifs de développement durable qui sont très bien faits et qui sont exhaustifs. Et en se disant que finalement, un salarié de Veolia, il a envie de contribuer au progrès humain à travers son activité. Et donc cette raison d'être, on l'a mis en œuvre assez naturellement. Et en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire en considérant que la performance de l'entreprise et la performance des managers et la performance des salariés n'étaient pas qu'une performance financière, mais c'était aussi une performance sociale, sociétale, environnementale, vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de l'ensemble de la société. Des initiatives très concrètes qui ont été mises en place et vous êtes même pionnier sur un certain nombre de sujets. Est-ce que vous voulez en livrer une ou deux peut-être ? Oui. Alors culturellement, on est une entreprise avec des salariés très engagés. On a développé la RSE très tôt, à la fois parce que les salariés avaient exprimé une demande d'aligner ce qu'ils sont dans leur vie de tous les jours et dans leur vie aussi professionnelle. Et à la fois aussi parce qu'on répond à des marchés publics dans lesquels les collectivités nous challengent sur l'ancrage territorial de
de l'entreprise, sur l'engagement et la contribution à toute l'activité locale. Alors, je vais vous donner quelques exemples qu'on a développés, qu'on a inventés sur la métropole de Lyon. Premièrement, tous les ans, on fait une semaine solidaire, c'est-à-dire qu'on offre à l'ensemble des salariés qui sont présents sur la métropole de Lyon une journée qu'ils peuvent consacrer à une association. On répertorie un certain nombre d'associations qui sont intéressées par le fait qu'on leur mette à disposition des salariés de Veolia pendant une journée. Et ensuite, chaque salarié s'inscrit et choisit. En général, on a entre 5 et 10 associations pendant la semaine dans lesquelles les salariés peuvent piocher. L'intérêt pour le monde associatif, finalement, il est double. On pensait d'abord surtout qu'on allait leur apporter de la main-d'œuvre, entre guillemets, pour les aider à repeindre les appartements. Par exemple, on a travaillé avec le refuge il y a 2 ans, les appartements qu'ils mettent à disposition des jeunes qui sont chassés de chez eux. Mais il y avait aussi un intérêt pour ces associations d'être écoutées, en fait, et d'avoir des salariés d'entreprises privées qui viennent écouter et comprendre à quoi sert l'association. Alain Mérieux a créé il y a 3 ans une association qui s'appelle l'Entreprise des possibles, sur le constat qu'un certain nombre d'entreprises de la métropole de Lyon voulaient œuvrer vis-à-vis des plus démunis. D'ailleurs, elle a été très active pendant le premier confinement où un certain nombre de personnes se sont retrouvées dans la rue alors que plus personne ne traversait les rues de Lyon, et il a fallu rapidement les loger et s'occuper d'eux. Et l'entreprise des possibles, en fait, a un mode de financement autour du don de congés. Et donc on a sollicité nos salariés pour leur proposer de donner des congés non utilisés pendant l'année et les mettre en disposition de l'association sous forme d'euros, évidemment, en transformant ces congés non pris en somme d'argent. Et ça a été un succès, en fait, qui a été assez impressionnant. On a une centaine de salariés qui ont donné entre 1 et 1 jour et demi de congé, alors même que dans l'entreprise, on dispose d'un plan épargne-retraite dans lequel les salariés qui ne prennent pas leur congé ont l'habitude d'en mettre. Comme quoi la solidarité, c'est aussi du concret, du quotidien. Et c'était important. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ces vrais enjeux, de ces vrais sujets, et puis de donner du sens et du concret à cette fameuse RSE dont parfois on ne connaît pas grand-chose. Merci beaucoup et à très bientôt. On arrive au bout de cette émission, de ce 2e numéro d'Inspire. Merci infiniment aux équipes techniques de la commune, de Lyon Positif, à nos invités. Et vous le savez, la tradition, c'est de se quitter à la fois en musique, et on va partir sur les images d'une très belle soirée qui a eu lieu à la commune, puisqu'on est en partenariat avec la commune. Et c'est une soirée sur le thème du casino, vous verrez, c'était tout à fait intéressant. Il y en aura beaucoup d'autres. Et puis, évidemment, avec notre chef du jour, avec la maman. Et je réaccueille de nouveau Christophe Giraud, qui a entre-temps bien travaillé, qui va nous présenter ces plats. Voilà, des plats, comme il le disait, à partager. Et puis ce fameux... Une planche à partager à ce niveau-là de la maman. Et le boboon éphémère, qui est notre petit New Delhi. New Delhi, donc un poulet mijoté au saté sur la base du boboon. Histoire de voyager un peu, le boboon éphémère est toujours un boboon du voyage, pour changer de nos classiques Simone, Colette, Rosalie, parce qu'on leur a donné des petits prénoms. Celui-là, il voyage dans le monde. C'était New York la semaine dernière et c'était Palerme la semaine d'avant. Donc toujours un boboon du voyage. Et puis la planche à partager à ce niveau-là, où on va retrouver en fait des nems, des samosas, des beignets de crevettes, avec bien sûr une fabrication 100% maison pour l'ensemble de ce que vous retrouvez dans les différents plats. Et bien, je peux vous dire que le voyage a déjà commencé parce que ça sent merveilleusement bon. Donc un grand merci à vous. Et bonne dégustation. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour le numéro 3 de l'Inspire. Merci, au revoir. Ça fait un petit moment que je joue régulièrement à la commune. J'étais là au début même du projet. Il y a une ambiance assez sympa, les gens commencent par manger un bout, boire une bière et finissent par danser par ici, donc c'est cool. Pour définir, c'est pas facile. Je dirais que j'ai une palette assez large en fonction du moment, d'activité, du lieu, de la réaction des gens. J'aime bien de manière générale les trucs qui groove, housey, deep. Après, dans d'autres lieux, j'aurai une palette un peu plus techno. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je mixe, après au début dans ma chambre, après petit à petit à droite à gauche. Mais en gros, depuis que je suis dans le collectif OMA, qui est un collectif implanté sur Lyon depuis 5-6 ans. Je fais partie de ce collectif depuis quelques années. Au début, on démarrait dans des lieux type maison mère, des clubs de moyenne taille, jusqu'à des clubs un peu plus gros comme le Petit Salon,
En parallèle, j'ai développé mon profil musical, j'ai été amené à jouer au SUC il y a quelques années, c'était vraiment magnifique. Je continue mon petit bonhomme de chemin à Lyon par passion comme ça. Les dates cool à venir, ça va être au Groom le 6 mai pour une soirée all night long avec Mimo, le directeur artistique du Bellona avec qui je m'entends super bien et tout, ça va être trop bien. D'autres dates sympas, on va avoir un bel open air justement ici, en collaboration avec Oma et la commune, début juillet.